à toutes et à tous. Donc, pour rappel, cette réunion de la Commission du développement territorial répond à une décision du bureau élargi de pouvoir, dans chaque compétence qui le nécessite, apporter aux parlementaires l'information liée à l'exercice des pouvoirs spéciaux qui sont liés à la crise que nous traversons. Avant de lancer le débat, je voudrais, comme mes collègues l'ont fait précédemment, rendre hommage aux personnes qui travaillent chaque jour à combattre la maladie dans le secteur des soins de santé, mais aussi au personnel des services essentiels à la population et en particulier à la fonction publique. Et enfin au personnel du Parlement qui nous permet, grâce à une bonne maîtrise de la technique, de poursuivre notre mission. Je vais maintenant céder la parole aux parlementaires qui ont souhaité s'exprimer aujourd'hui en déposant des questions en matière de développement territorial. La prise de parole se fera dans l'ordre de celle de la séance plénière comme pour les autres commissions et sera limitée à 5 minutes par groupe politique, y compris lorsqu'il y aura 2 orateurs. Alors, je rappelle également une nouvelle fois à chaque orateur de ne pas oublier de désactiver son micro après sa prise de parole. Voici pour les considérations techniques et je donne la parole au groupe MR qui s'exprimera à travers les interventions de M. Van Guatsenour et de M. Commence Dovachen. Vous avez 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le ministre-président, Monsieur le secrétaire d'État. La période de confinement actuelle pose de nombreuses difficultés en ce qui concerne les procédures. Je commencerai par les procédures relatives au permis d'urbanisme. On sait qu'il est toujours possible pour les communes et pour la région de procéder à la délivrance de permis. Comment cette possibilité s'accommode-t-elle de la capacité actuelle des riverains d'introduire un éventuel recours? Ensuite, une communication claire et cohérente a-t-elle été menée à destination des communes? De quelle marge d'appréciation celles-ci disposent-elles pour gérer l'introduction des demandes de permis? Afin de reprendre les procédures urbanistiques dans un cadre sécurisé, comment le déconfinement administratif étalonné est-il actuellement envisagé? La possibilité d'assouplir certaines normes en matière de régularisation urbanistique ou de procédure de délivrance des permis a-t-elle été étudiée? Ensuite, concernant les enquêtes publiques qui sont également suspendues, pourriez-vous me confirmer que cette suspension des enquêtes publiques a bien fait l'objet d'un arrêté ministériel spécifique? A-t-il déjà été publié? Lorsqu'il sera mis fin à cette suspension, les enquêtes publiques disposeront-elles de nouveaux délais pleins et entiers ou le délai sera-t-il uniquement calculé à concurrence du nombre de jours légaux qui restaient avant la suspension? Ensuite, concernant le report des commissions de concertation, la possibilité d'organiser des commissions de concertation à distance via téléconférence a-t-elle été étudiée? Ensuite, de construction, lors du Conseil national de sécurité du 15 avril, il a été annoncé que les chantiers étaient autorisés à reprendre leurs activités. Une concertation entre la Confédération Construction et les services régionaux a-t-elle eu lieu? Quels sont les grands chantiers régionaux qui avaient été provisoirement suspendus et qui vont pouvoir reprendre leurs activités? Ensuite, concernant la passation et l'exécution de marchés publics en matière d'urbanisme, quelles mesures ont-elles été prises pour ajuster les délais d'attribution et d'exécution des marchés publics? Des mesures ont-elles été prises pour suspendre les éventuelles pénalités de retard? Ensuite, pourriez-vous donner quelques précisions quant à l'impact actuel du confinement sur les grands projets de développement territorial régionaux? De quelle manière ont-ils avancé ces dernières semaines, dans le contexte de crise économique qui nous menace désormais? La concrétisation de certains grands projets urbains serait-elle remise en cause? Ensuite, assistera-t-on à un allongement des délais prévus pour la mise en œuvre des BAPAD? Et enfin, au stade actuel, a-t-il été procédé à une estimation de l'impact de la crise sur le marché immobilier bruxellois? Je vous remercie. Voilà, alors monsieur Comment, c'est à vous. Vous avez 1 minute 53. Merci, Madame la Présidente.
on calcule différemment parce que j'ai également lancé mon compteur. Euh, mais oui, oui, j'ai un peu plus. Un peu plus de 2 minutes. Mais Nova, qui est la plateforme informatique transversale aux administrations de la région bruxelloise, est dédiée à la gestion des dossiers de permis d'urbanisme, de lotir et d'environnement, d'infrastructure, mais également des demandes de renseignements urbanistiques. Je voulais savoir, donc, en ce qui la concerne, depuis la période de confinement, pouvez-vous me dire si cette plateforme a bien été mise à jour avec toutes les pièces par les 19 communes de notre région, mais également par la région elle-même? Pouvez-vous me dire quelles sont les communes qui ont respecté cette obligation de compléter le site en fait depuis le mois de septembre 2019, date de l'obligation, et quelles sont celles qui ont eu du mal? Pouvez-vous me dire si la crise sanitaire a accentué ce problème dans certaines communes? Et enfin, pouvez-vous me dire ce qu'il en est du renforcement informatique prévu sur la plateforme? Seconde question qui concerne le plan de relance, évidemment pour le tourisme et le secteur congrès, tourisme, voilà. Je voulais savoir si, concernant le déconfinement et au nombre, qu'est-ce qu'il en était, donc, et aux nombreuses mesures qui devront les accompagner en vue d'entamer un plan de relance serein donc, pour le secteur touristique. Je voulais savoir, Monsieur le ministre-président et Monsieur le secrétaire d'État, ce qu'il en était. Donc, avoir des précisions sur le plan de relance de votre administration et de Visit Brussels pour les prochaines semaines et ces prochains mois. Est-ce qu'on a évalué les pertes pour le secteur hôtelier depuis le début du confinement, les pertes pour le secteur meeting, incentive, congrès, event depuis le début du confinement? Est-ce qu'on a évalué les pertes pour le secteur public à l'arrêt, évidemment, de cette économie du tourisme et du secteur maïs? Et enfin, Ville Bruxelles a-t-elle mis en place un plan de relance afin de continuer la promotion de Bruxelles, mais aussi le redémarrage progressif des activités en tenant compte d'un possible prolongement des règles de distanciation sociale, notamment, comme on a pu le voir dans d'autres villes d'Europe? Je vous remercie. Merci, Monsieur Van Onsebrechten. Ja, het woord is aan meneer Van den Borre. Dank u wel. Mevrouw de voorzitter, mijn eerste vraag gaat over de werven, het stilleggen van de werven. Kunt u ons meer uitleg geven over de heropstart van de werven? Heeft de regering hiervoor een strategie? De coördinatiecommissie zou met een plan komen om de werven op te starten. Zou u hierover meer uitleg kunnen geven en kunnen we dat plan ontvangen? Zijn er bepaalde werven die nu al heropgestart worden? In bevestigend geval, welke? Ik zie bijvoorbeeld in Brussel-Stad dat de voetgangerszone terug open is. Zijn er andere werven die prioriteit hebben en zijn er werven waar een deadline aan verbonden is? Ten tweede, de ontwikkeling van de Heizelvlakte, NEO. Dus vlak voor de quarantainemaatregelen heeft de Raad van State voor de derde keer het besluit van de Brusselse regering met betrekking tot de Heizelvlakte vernietigd. Die vernietiging heeft betrekking op de, tussen aanhalingstekens, onmisbare verbindingsweg waarover nog altijd geen duidelijkheid is. Mijn vragen: hoe evalueert de regering dit arrest van 6 maart 2020? Is hierover reeds overleg geweest met de betrokken partners, Stad Brussel, NEO en Unibail? Welke conclusies worden hieruit getrokken? Werden er reeds voorbereidende werken getroffen met het oog op de verwezenlijking van de verbindingsweg? Zo ja, op basis van welke vergunningen? Het gewest bestudeert ook een grondige vernieuwing van het plan in dit gebied, is toch aangekondigd. Wat is de stand van zaken? Dan een ander onderwerp is Port du Lys. Dus maandag 20 april werd de overeenkomst tussen de stad Brussel, Perspectief Brussels en het Burgerplatform vernieuwd. Voor een 9e keer verlengd. Het is nogthans de bedoeling dat het opvangcentrum naar Schaarbeek zou verhuizen, aangezien dat die gebouwen van Blue Star afgebroken moeten worden in het eerste trimester van 2020 voor de bouw van een nieuw complex. Mijn vraag: wat betekent de verlenging voor de bouw van het nieuwe complex? En welke vertragingen worden er nog opgelopen? Ten tweede, wordt de stad Brussel nog steeds geacht een bezettingsvergoeding te betalen? En tot slot, verhuist het opvangcentrum nog altijd naar Schaarbeek, zoals beslist
februari. Dan een volgende thema is het COVID-sportcomplex. De verwezenlijking van dit sportcomplex loopt vertraging op, hebben we kunnen vernemen van Pascal Smet in de RVG. Naar verluidt zou de studie pas eind 2020 afgerond zijn omwille van vertragingen door een mobiliteitsstudie. Mijn vraag is, wordt de afronding van die zogenaamde studie nog altijd eind 2020 verwacht? Of zal de studie nog meer vertraging oplopen vanwege de quarantainemaatregelen? Dan over naar toerisme. Uiteraard is onze toerismesector bijzonder zwaar geïmpacteerd. Wordt binnen de regering reeds gewerkt aan een relanceplan voor toerisme? Wordt er reeds gewerkt aan campagnes en dergelijke om toerisme na de coronacrisis terug aan te zwengelen en bezoek naar de hoofdstad te lokken? Ik verwijs hier bijvoorbeeld naar de campagnes na de aanslagen van Parijs, Brussel en Zaventem. Visit Brussel heeft naar eigen zeggen een herstelplan dat vooral focust op lokaal toerisme. Kunt u daarover meer uitleg geven? Met wie werkt Visit Brussel daarvoor samen? En is er overleg geweest met gemeenten? Is er ook een herstelplan voor het internationaal toerisme en congrestoerisme? Dan betrekking tot toeristische logies. Er zijn fiscale maatregelen ten behoeve van de hotelsector, bijvoorbeeld de vrijstelling van de citytax. Maar wat onderneemt Visit Brussels om de hotelsector te ondersteunen? En wordt de vrijstelling van de citytax verlengd tot het einde van het jaar? In betrekking tot de evenementen. De organisatoren van evenementen, concerten en optredens staan voor een echt huzarenwerk. Na de lockdown zullen dus voor veel concerten en evenementen een nieuwe datum moeten worden gezocht. Wat onderneemt Visit Brussels om de evenementensector bij te staan? En wordt hierbij een coördinerende rol opgenomen? En tot slot, is er sprake van een platform voor organisatoren? Werkt Visit Brussels daarvoor samen met andere actoren? Zo ja. Dank u alvast voor antwoorden. Dank u wel. Maintenant, la parole est à Madame Lanan. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, merci au service technique de nous permettre de nous réunir encore malgré le contexte compliqué. Mes questions porteront sur le suivi du travail en fait dans le contexte que nous connaissons. Alors, Monsieur le Président, bonjour. Tout d'abord, est-ce qu'il vous serait possible de nous faire un bref point sur la mise en œuvre des PAD déjà lancés? Comment cela se passe-t-il dans le contexte actuel de confinement? Comment le travail de l'administration régionale a pu être adapté? Qu'en est-il aussi d'autres institutions? Je pense notamment à la Commission régionale de développement récemment renouvelée et que nous devrions recevoir dans notre Parlement, je pense, une fois que le confinement sera terminé. Peut-elle fonctionner normalement? Madame la Présidente, maintenant j'en viens aux questions que je pose à Monsieur le Secrétaire d'État. Monsieur le Secrétaire d'État, le gouvernement a pris un arrêté qui visait à suspendre les cours de délai de rigueur, de recours, tous les délais d'ailleurs dont l'échéance a un effet juridique fixé par les ordonnances et les arrêtés dans les procédures de demande introduites par les administrés. Alors, tous ces délais suspendus à partir du 16 mars 2020 pour une durée d'1 mois prorogeable 2 fois pour une même durée par un arrêté que le gouvernement devrait justifier comme étant nécessaire au regard de l'évolution des conditions sanitaires. Donc, toutes les procédures introduites de demande de permis d'urbanisme sont logiquement à l'arrêt. La réalisation d'une enquête publique, par exemple, étant rendue impossible. Certains d'entre nous auront remarqué et auront été aussi interpellés par des citoyens inquiets de voir ça et là des panneaux rouges dans certaines rues bruxelloises, ces panneaux rouges de publicité d'enquête publique. Est-ce que vous pouvez nous assurer, Monsieur le Secrétaire d'État, qu'il ne s'agit que d'oubli et que les délais de ces panneaux mentionnés sont bien rendus caducs? Les prorogations mentionnées, si l'évolution de la condition sanitaire y obligeait, nous amènerait à la mi-juin, c'est-à-dire à la quasi-veille des vacances d'été. On sort tout juste du congé de Pâques, même si on ne peut pas le dire puisque le Parlement a continué à travailler. Mais c'est une échéance importante dans les enquêtes publiques dans la mesure où, comme le dit l'article 6 segundo du COBAT,
la moitié au moins du délai prescrit d'une enquête publique se situe en dehors des périodes de vacances scolaires d'été, de Pâques ou de Noël. En appliquant cette règle à la lettre, les enquêtes sont en principe gelées jusqu'en septembre. Pouvez-vous en tout cas me dire, monsieur le secrétaire d'État, ce qui est prévu pour répondre à cette difficulté? Les délais de suspension de la Commission régionale de développement sont-ils également à l'arrêt? Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'État, faire le point sur l'état d'avancement des travaux de modification du RRU? Est-ce que la situation actuelle de confinement les a affectés? Le cas échéant, de quelle manière? Alors, une audition, je termine, Madame la Présidente, de la CRD avait eu lieu avant le confinement, mais a-t-elle pu rendre son avis? Qu'en est-il de l'arrêté qui dispense les travaux de permis d'urbanisme? Où en est sa modification? Pour finir, une enquête sur les activités du Bouwmeester pendant le confinement a été lancée. Que pouvez-vous nous en dire? Quels ont été les résultats? Voilà, Madame la Présidente, mes questions. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Lanande. Heer Verstraeten, u hebt het woord. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. En goedemiddag alle collega's, minister-president en staatssecretaris. Mijn vragen gaan net als vele voorgaande, vooral in de richting, ik zou beter willen begrijpen wat de globale impact is van de coronamaatregelen op de stadsontwikkeling en op de stedenbouw, op toerisme. Natuurlijk willen ook wij dat de regering, iedereen wil ook wij, dat de regering zo snel mogelijk doorgaat met het werken aan een klimaatneutrale stad, een sociaal inclusieve stad, de stad verder ontwikkelt. Tegelijk willen we dat iedereen correct kan betrokken worden en die twee nu verzoenen is zeer moeilijk natuurlijk. Dus ik wou vooral begrijpen hoe dat vandaag georganiseerd wordt. En ten tweede wat de regering dan onderneemt om eigenlijk de geleidelijke exit uit die coronamaatregelen zo goed mogelijk te laten verlopen. Ten eerste in verband met de vergunningen. De openbare onderzoeken die deel uitmaken van de procedure voor het verkrijgen van stedenbouwkundige vergunning, die waren opgeschort tot 15 april. Dat is beslist om duidelijkheid te scheppen, omdat sommige gemeenten de openbare onderzoeken toch lieten doorlopen, anderen niet. Zijn nu al die aanplakkingen weggehaald of aangepast? Er werd ook aangekondigd dat die opschorting 2 maal verlengd kon worden met eenzelfde duur. Afhankelijk natuurlijk van de maatregelen die verder genomen worden federaal, kunt u bevestigen of er nog een verlenging is gekomen, of er nog staan te komen. Overlegcommissies zouden ook opnieuw ingepland kunnen worden vanaf 16 april. Is dat inderdaad zo? Of zijn die dus opgeschort? Betekent dit ook dat er dus niets meer kan vooruitgaan qua planning van werven, aangezien de procedures niet mogen voortgezet worden? Ik denk dat dat een belangrijk issue is nu. Het is niet altijd duidelijk. Dus voor de openbare onderzoeken is het duidelijk dat het niet kan doorgaan, gezien de omstandigheden, maar kan al de rest, al de administratieve behandeling van aanvraagdossiers, kan dat wel gebeuren. Mogen dossiers nog ingediend worden, ook door burgers, bijvoorbeeld die renovatieprojecten enzovoort. Wat is de stand van zaken en de aangekondigde herziening? Zie je het regeerakkoord van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening? Ondervindt die ook vertraging? Dat gewoon door. Kunt u daar iets meer over zeggen? Dan vragen meer voor de minister-president. Ook in verband met de werven. Heel veel werven liggen stil, omdat aannemers en beslissen, die werken niet meer. Ze mogen wel, als ze de social firma's beslissen om het niet te doen. Mijn vraag is, heeft de minister-president een zicht op hoe de werven die eigenlijk te maken hebben met initiatieven van de regering, met de PADS bijvoorbeeld, hoeveel van die werven lopen vertraging op? Kunt u daar een zicht van geven? En dus specifiek voor die richtplannen van aanleg, de PADS, wat is de impact van de huidige crisis op de ontwikkeling van die richtplannen? Zowel van het openbaar onderzoek al in het voorjaar van 2019 plaatsvond, zoals U-Square, Mediapark, Weststation, Nino Support, als die waarvoor het openbaar onderzoek in het najaar van 2019 plaatsvond. En de richtplannen van aanleg die nog in eerste lezing Zuid, Bordeaux, Defensie, Heijzel. Dus kunt u eigenlijk met andere woorden, minister-president, een upgedate timing geven van de tijdlijn van die
Wanneer valt de tweede lezing, wanneer het openbaar onderzoek, wanneer vergunningen, wanneer worden werven uitgevoerd. Klopt het verder dat er op dit moment geen richtplannen kunnen aangenomen worden, aangezien de nodige inspraakmomenten en openbare onderzoeken niet uitgevoerd kunnen worden? Of zijn er toch richtplannen die werden goedgekeurd tijdens de coronacrisis? En natuurlijk ook de algemene vraag, welke maatregelen neemt u om informatie, consultatie en inspraak voor de burgers te verbeteren, ook gedurende deze bijzondere omstandigheden? Er zijn veel dingen niet mogelijk, maar er zijn nog altijd ook veel dingen wel mogelijk, zeker online. En dus dat biedt misschien nieuwe opportuniteiten. Ik was benieuwd of daar iets rond beweegt bij uw administraties. En over die administraties wou ik graag vernemen of de minister kan zeggen hoeveel mensen er vandaag nog aan het werk zijn bij Perspective, bij Urban. Op hoeveel capaciteit wordt er eigenlijk vandaag gewerkt bij de administraties? Zijn de administraties zwaar getroffen door de coronacrisis? Nog mee, als daar cijfers kunnen voor gegeven worden, graag. En tenslotte nog iets over toerisme. In de media konden we lezen dat veel Belgische regio's zich voorbereiden op het toerisme in eigen land. Mijn ingediende vraag was, is Brussels gewest er ook mee bezig? Intussen hebben we kunnen zien dat er inderdaad zo'n plan is. Kunt u dus inderdaad toelichten wat dat inhoudt? Er zou een nadruk liggen op lokale economie en dat lijkt mij een goede keuze, maar we zijn benieuwd naar de specifieke maatregelen die daarin vervat zitten op korte en op lange termijn om die toeristische sector zo goed mogelijk weer op de rails te krijgen. Bedankt alvast voor uw antwoorden. Dank u wel. Je passe maintenant la parole à Madame De Smet. Merci Madame la Présidente. Bonjour à chers collègues et Monsieur le Ministre-Président. En ces temps de coronavirus et suite aux inquiétudes de nombreux citoyens et associations sur la perpétuation notamment des enquêtes publiques en période de confinement, donc le cabinet du secrétaire d'État à l'urbanisme avait répondu que les enquêtes publiques sont suspendues et aucune enquête publique ne peut débuter pendant la période de suspension. Donc elle a été prévue du 16 mars jusqu'au 15 avril avec possibilité de prolongement. Donc c'est évidemment une décision logique vu que les citoyens ne sont pas en mesure de s'exprimer démocratiquement vu les mesures de confinement. Mais est-ce que vous pouvez nous assurer que ces enquêtes publiques qui n'ont pas eu lieu seront bien effectuées dans les délais légaux à la fin de la période de suspension? Et qu'en sera-t-il des enquêtes publiques qui ont débuté avant le 16 mars et qui ont dû être suspendues? Alors, par ailleurs, la région et les communes ont encore la possibilité d'accorder des permis d'urbanisme. Donc, le 8 avril 2020, on a vu que la Société d'aménagement urbain a obtenu de la part de la région bruxelloise le permis d'urbanisme pour la construction du bâtiment Frame, construit au cœur du périmètre SPAD Mediapark, près du quartier Reyers. Donc, on voulait savoir comment ça se faisait que ce projet phare du futur Mediapark voit déjà le jour alors que le PAD lui-même n'a pas encore été approuvé. Et justement, concernant les PAD, j'aimerais mettre en lumière un point essentiel d'un point de vue démocratique. Donc, il a déjà été soulevé plusieurs fois que les dossiers sont extrêmement longs. Certains font même plusieurs milliers de pages. Et en plus, la technicité, évidemment, des propos est aussi compliquée. Donc, nous estimons que les riverains concernés doivent être en droit de recevoir une information accessible et pouvant être traités dans un délai raisonnable. Et à plus forte raison que cela touche le cadre de vie essentiel des personnes en termes social, environnemental, de mobilité et de logement. Il est donc plus que nécessaire de prendre en compte les besoins actuels des riverains. Donc, on voulait savoir ce que vous aviez mis en place pour rendre plus lisible et accessible ces dossiers PAD. Est-ce que vous avez prévu une mesure où les citoyens sont consultés avant les promoteurs, le but étant d'associer les citoyens en amont de l'élaboration des plans régionaux et communaux dans un cadre propre à la démocratie? Pourriez-vous aussi nous informer de l'état d'avancement des PAD, ceux qui passeront en deuxième lecture devant le gouvernement? Est-ce qu'il y a un agenda sur le passage de ces derniers? Et concernant plus spécifiquement le PAD Mediapark, donc il aurait dû avoir un débat en commission du Parlement le 30 mars avec l'audition de la Commission régionale de développement. Donc évidemment, cette commission a dû être reportée. Est-ce que vous avez des informations sur une autre date éventuelle pour cette audition? Pourriez-vous nous faire savoir où en est ce dossier de PAD Mediapark dans son état d'avancement et quelles sont les différentes étapes de procédure et échéances dans le processus? Alors, comment ont été prises en compte les 188 conditions émises par la commune de Schaerbeek dans sa réponse à l'enquête publique? Et comment sont prises en considération toutes les propositions d'amélioration émises par les citoyens de façon individuelle ou sous forme associative? Qu'avez-vous prévu pour le volet des transports publics?
Donc, il nous paraît essentiel de ne pas davantage saturer la ligne de tram 25. Est-ce que d'autres lignes sont prévues afin de desservir ce futur quartier et éviter ainsi un afflux supplémentaire de voitures? Dans ce contexte de crise sanitaire et de confinement, voire même en cas de déconfinement progressif, l'accès à l'information sur ces projets PAT reste problématique. La possibilité d'introduire des recours étant également rendue beaucoup plus compliquée à cause du confinement, ce qui pose question à nouveau sur le plan démocratique. Et face à l'absence de débat public et de participation citoyenne, des mesures doivent être prises. Selon vous, quelles devraient-elles être? Et est-ce que vous avez prévu la mise en place d'un moratoire sur l'ensemble des PAT, par exemple? Et enfin, pour terminer, après le confinement, le risque étant l'engorgement des services d'urbanisme lors de la reprise, qu'avez-vous prévu de mettre en place? Allez-vous prioriser certains dossiers? Si oui, lesquels? Selon quels critères? Et il est d'autant plus important que ces questions nécessitent de prendre le temps d'une véritable participation des citoyennes et des citoyens afin d'avoir un débat démocratique et transparent, incluant la société civile. Je vous remercie. Merci Madame de Smet. À votre question de savoir si une nouvelle date est prévue pour rencontrer la Commission régionale de développement, je dois vous dire que nous ne sommes pas encore risqués à reprendre le contact pour une audition, sachant que pour l'instant, ça ne cadre pas avec ce qu'a décidé le bureau élargi. Mais voilà, c'est une question qui pourrait être soulevée si les choses se prolongent au bureau, évidemment. Alors, il n'y aura pas de prise de parole du Vlaams Belang, ce qui me permet maintenant de donner la parole au groupe écolo et à Madame Potier. Madame Potier, vous avez la parole. Chers collègues, heureuse de vous voir en forme. Monsieur le ministre-président, monsieur le secrétaire d'État, au nom du groupe écolo, je tiens à remercier les ministres et leur cabinet qui ont pris le temps de préparer les réponses à nos questions, ainsi que les différentes administrations et institutions régionales qui leur ont fourni les informations nécessaires. Merci également au personnel des administrations d'assurer la continuité du service public et merci enfin aux services du Parlement qui ont organisé ces séances. Je passe directement à mes questions concernant le fonctionnement des administrations. Certains d'entre vous l'ont déjà relevé, les enquêtes publiques étaient non seulement présentes dans l'espace public sur les affiches rouges dans les communes, mais également présentées comme en cours sur le site de l'administration régionale. Ce qui a semé le trouble et a suscité un communiqué de presse d'Interenvironnement Bruxelles le 1er avril. Ce n'était pas une blague du 1er avril. Donc, à quelle date, monsieur le secrétaire d'État, les instructions ont-elles été transmises aux communes afin de les informer de la procédure à suivre? Pourquoi poursuivre aujourd'hui encore l'affichage des enquêtes publiques en cours sur le site de la région alors que le public est toujours dans l'incapacité d'aller consulter les dossiers du fait du confinement? Pouvez-vous nous assurer que toutes les enquêtes publiques seront recommencées et les délais recommencés dans un souci de transparence et de bonne gestion? J'ai une question concernant les fouilles archéologiques préventives. Un délai est accordé pour effectuer des fouilles archéologiques préventives avant le démarrage de certains chantiers. Les fouilles préventives ont-elles bien été arrêtées en raison du confinement? Comment le retard occasionné est-il concerté avec les entrepreneurs concernés? Et quels sont les grands chantiers de fouilles en cours? Concernant le secteur du tourisme, donc pour Monsieur Vervoort, nous avons pris connaissance du plan de relance établi par Visit Brussels. La crise sanitaire liée au coronavirus a en effet entraîné un arrêt complet des activités touristiques et culturelles en Belgique et en Europe. Cette crise a d'ores et déjà des effets massifs sur l'emploi. Ce plan est estimé à 5 millions d'euros, dont 2 de réallocation du budget action de Visit Brussels et 3 millions de demandes complémentaires faites à la région en plus des primes économiques. Le plan entend renforcer les actions de proximité, un tourisme local et durable, ce qui est très positif. Afin de garantir cet engagement, ne faudrait-il pas conditionner l'accord des aides et subsides au respect de normes environnementales et sociales? Le plan a été élaboré en concertation avec le secteur, ce qui est indispensable. Les universités ont-elles également été consultées? L'action 10.2 du plan propose de faciliter l'organisation de grands événements dans des espaces publics exclusifs à haute valeur symbolique et virtuellement impossible à louer ou occuper habituellement pour de tels événements. Ce type d'action ne risque-t-il pas de remettre en cause la compatibilité avec l'habitat, en particulier par la production de nuisances sonores?
Quelles sont les balises envisagées en termes de consultation de la population relativement à la pertinence de ces actions et aux critères de choix des projets, des horaires, de gestion des nuisances? Le thème exclusif signifie-t-il que l'espace public sera réservé au public des événements, comme cela a déjà été le cas de par le passé? Le budget alloué à ces actions est de 100 000 €. S'agit-il de moyens qui partiraient à l'étranger, puisqu'on cite des plateaux télé internationaux, et pas d'investissement dans l'économie locale? L'action 19, renforcer la gouvernance du tourisme à tous les niveaux, est très prometteuse. C'est malheureusement la seule qui ne soit pas développée. Quels sont les objectifs poursuivis? Quels seront les moyens alloués? Comment les Bruxellois seront-ils impliqués dans la mise en œuvre de ce plan? Des consultations pourraient susciter de nouvelles demandes ou des offres innovantes. Et je pense en particulier aux très nombreux artistes et musiciens privés de revenus par la crise du coronavirus. Des concertations ou des appels à projets sont-ils prévus en ce sens? Le plan invoque la gestion de crise et la résilience. Quels sont les moyens envisagés? Le recours aux universités et officines publiques de prospective ne serait-il pas pertinent? Comment sont réparties les dépenses, investissements entre le secteur commercial et le secteur culturel? Le plan comporte en effet de coûteuses ambitions au niveau des actions de communication, de renforcement du numérique, de nouveaux médias et de sites Internet. Comment seront maîtrisées les émissions de CO2 de ces activités? Au regard des moyens considérables envisagés, donc 2 fois 1 million, le budget alloué à la durabilité n'est-il pas trop faible, puisque là, il s'agit de 100 000 € si l'ambition est d'assurer l'ancrage de cette offre? Je passe aux questions concernant les contrats de rénovation urbaine. La crise a-t-elle empêché de mettre en œuvre des mesures qui seraient programmées dans les contrats de rénovation urbaine? Des opérations d'envergure ont-elles été suspendues ou rendues difficiles à cause de la crise? Et cela a-t-il un impact sur le versement des subsides aux communes associées? Et last but not least, je termine avec les projets de PAD. Je reçois, comme vous probablement, de nombreux mails de Bruxellois inquiets de savoir comment le travail de perspective sur les projets de PAD s'est poursuivi ou pas. La tonalité générale est que les riverains craignent que le gouvernement ne soit tenté de les faire passer en deuxième lecture en Stoumelings, ce qui révèle, je suis convaincue, ni de vos intentions ni des possibilités. La crise économique qui s'annonce, comment l'ensemble des projets de PAD pourrait-il se réaliser? Perspective a annoncé à de multiples reprises qu'un monitoring serait mis en place. Comment Perspective envisage-t-elle la priorisation des PAD et selon quels critères? L'arrêt provisoire des chantiers a-t-il des conséquences? Et in fine, la plateforme BAL-EPAD a demandé le 12 mars un moratoire sur les projets de PAD. Que leur avez-vous répondu? Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant au groupe Défi, donc il y aura 2 orateurs. Ici, j'ai bien noté. On commencera par Madame Nagy. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais saluer mes collègues, le ministre-président, le secrétaire d'État et tous les services qui rendent possible que le travail parlementaire et de contrôle du gouvernement se poursuive. C'est important en cette période d'incertitude. Alors, c'est la première occasion qu'on a également de s'interroger sur comment s'organise cette compétence importante qu'est celle liée au développement territorial sur la région de Bruxelles-Capitale par la période de crise sanitaire que nous vivons. Et donc, je souhaiterais poser une question générale sur l'organisation du travail urbain, sur la manière dont est-ce qu'il y a de l'absentéisme, est-ce que tout le monde télétravaille, comment, voilà, un peu une information générale, de même que dans les autres institutions. Mon collègue Sadiq Koksal reviendra plus en détail. Je voudrais alors m'attarder sur la question des PAD. C'est vrai que les enquêtes publiques sur les PAD qui ont eu lieu lors de l'année passée ont suscité beaucoup d'interventions, beaucoup de réactions. Il y avait beaucoup d'attentes sur la commission régionale, l'audition de la commission régionale à notre commission. Donc, je voudrais également interroger le gouvernement sur PAD par PAD, quel est le processus, où en est-on, comment les choses avancent et à quel moment on pourra avoir un retour de la manière dont les avis ont été pris en considération dans le cadre de la commission régionale
de développement. Je voudrais également savoir comment fonctionne pour le moment la Commission régionale de développement et la CRMS. Est-ce qu'elles ont établi également le télétravail? Est-ce que les réunions se poursuivent et les avis continuent? Ou est-ce qu'il y a là aussi un délai ou une suspension des délais qui a été prévu ou qui est en vigueur? Et enfin, juste avant le confinement, on a appris que le Conseil d'État avait donné un avis négatif sur la nomination du Baumeister. Où est-ce qu'on en est dans cette procédure de désignation du Baumeister? Où en est-on aujourd'hui par rapport soit au nouveau, soit au fait qu'il n'y a pas que la procédure est interrompue? Voilà, merci beaucoup et je passe la parole à mon collègue Sadiq. Voilà. Alors, Monsieur Luxel, il vous reste 2 minutes 30, si j'ai bien calculé. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre-Président, Monsieur le Secrétaire d'État. La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 entraîne des modifications, des changements en profondeur dans le travail et l'organisation d'une série d'organisations, d'entreprises et également des administrations publiques. J'aimerais également poser quelques questions concernant le travail au sein de nos administrations, plus précisément au sein d'Urban et au sein des communes concernant les dossiers urbanistiques. Qu'en est-il de la réception et du suivi des dossiers introduits, comme par exemple déclarer un dossier complet? Un retard est-il constaté au sujet des demandes de permis en cours et surtout ceux ayant déjà fait l'objet d'une enquête publique et d'une commission de concertation? Comment les dossiers mixtes avec permis d'environnement sont-ils traités à l'heure actuelle? Un retard important risque de s'ajouter à un retard préexistant, puisque au niveau des communes, à l'heure actuelle, comme tout étant suspendu, puisque la région n'envoie même pas à l'heure actuelle, je pense, un représentant pour pouvoir éventuellement tenir des commissions de concertation dans le respect de la distanciation sociale. Comment compte-t-elle réagir face à ces retards et qui vont sans doute s'accumuler? Il faut savoir que déjà précédemment, respecter les 2 mois était déjà une sinécure. Aujourd'hui, dire qu'après le déconfinement, nous allons pouvoir reprendre un rythme normal, c'est-à-dire les dossiers qui se sont accumulés, qui sont suspendus à l'heure actuelle. Entre-temps, des dossiers d'urbanisme sont toujours soumis, puisqu'on peut transmettre, que ce soit à la commune ou à la région, via recommander des dossiers d'urbanisme. À un moment donné, on va arriver à saturation. Je sais que dans certaines communes, les délais de concertation avaient déjà été prédéterminés à l'avance, précédemment, et qu'aujourd'hui, jusque fin juin, les dates sont déjà complètes. C'est-à-dire tous les dossiers qui aujourd'hui sont suspendus vont devoir reprendre. Allez-vous pouvoir élargir ou étendre la période à la période de juillet-août? Comme le signalait Madame Lahanan, il n'y a pas d'enquête publique pendant ces périodes-là, mais vu la situation exceptionnelle, je pense que le départ en vacances de personnes seront moindres que dans les années précédentes. Concernant le PAD Mediapark également, je termine, Madame la Présidente, je m'adjoins aux questions posées par Madame de Smet que je ne vais pas répéter, et spécialement concernant le PAD Mediapark qui était quand même un des PAD qui était déjà très avancé. Je vous remercie déjà pour les réponses que vous allez nous apporter. Merci, merci. Et enfin, nous terminons avec Madame Frémaux pour le groupe CDH. Sur l'écran. Madame Frémaux? Oui. Alors, la parole. Madame Frémaux. Merci. 3 grands types de questions dans le chef du CDH dans le cadre de cette première commission ici de façon virtuelle. Le gouvernement bruxellois a adopté un nombre important d'arrêtés de pouvoirs spéciaux qui ont été délégués par le Parlement le 18 mars 2020. Au niveau de l'aménagement du territoire, il y en a un en particulier qui a trait à la suspension temporaire des délais de rigueur. Ça a été notamment relayé par les autres parties. Des recours aussi fixés dans l'ensemble de la législation et de la réglementation qui produit ses effets au 16 mars et pour une durée d'1 mois. Et l'arrêté précise que c'est prorogeable à 2 reprises.
Alors, les premières questions que j'ai par rapport à l'arrêté en tant que tel, c'est est-ce que vous pouvez détailler le contenu et les effets précis de l'arrêté quant aux enquêtes publiques et aux commissions de concertation? Interenvironnement Bruxelles, ça a été précisé, annonçait dans une newsletter récente que la région continuait d'annoncer sur son site la mise à l'enquête publique de nombreux dossiers d'urbanisme, alors que les citoyens, eux, n'ont plus ou alors difficilement accès aux informations. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'état de la situation? Une question aussi sur l'instruction des dossiers en cours. Comment est-ce qu'elle va reprendre de façon concrète et comment est-ce qu'on va calculer techniquement les prorogations de délai? Est-ce qu'il y a un risque légal sur le caractère régulier de la procédure suspendue? Est-ce que vous disposez d'une étude juridique à ce sujet? Est-ce que certaines communes continuent la préparation de dossiers urbanistiques? Combien sont-elles en réalité sur les 19 communes et quelles sont les conséquences en termes de gestion future des dossiers pendants et à venir? Ça me permet de rejoindre la question qui a été posée, je pense notamment par Marine Nagy, sur l'état du travail au niveau de l'administration, que ce soit au niveau régional ou au niveau des communes. Quel est le taux d'absentéisme, que ce soit chez Urban, chez Perspective? Au sein des administrations communales, est-ce que vous avez des indications particulières, puisqu'on sait que l'administration communale demande maintenant depuis des mois d'avoir un renforcement au niveau de leurs équivalents en temps plein? Quelles sont les conséquences, évidemment, de ce taux d'absentéisme et comment la reprise va être envisagée? Est-ce qu'il y a un risque d'embouteillage et quel est le détail donc, de vos réflexions en cours? Deuxième partie de question, c'est toute une série d'aspects qui sont cruciaux en matière d'aménagement et d'urbanisme, bien évidemment, qui sont de nature à inquiéter un certain nombre d'acteurs, d'associations. Ça a été relayé par, je pense, pratiquement l'ensemble de mes collègues. La question des PAD, bien évidemment, et des textes réglementaires. Qu'en est-il du délai de 60 jours qui est imparti à la CRD pour rendre son avis au gouvernement? Est-ce que la procédure est considérée comme gelée, ce qui semblerait logique? Et si la réponse devait être négative, comment est-ce qu'on justifie une position alors qu'il y a une grande partie des PAD qui sont soumis aujourd'hui à la critique et qui nécessitent évidemment du dialogue et du temps afin de s'accorder sur le projet commun? Qu'en est-il des délais de recours auprès du Conseil d'État dès lors que la décision de confinement ne permet pas de consulter les dossiers au sein de l'administration? Qu'en est-il des délais pour obtenir des copies qui sont forcément allongés en raison du télétravail, de l'éventuel absentéisme que j'ai soulevé et du ralentissement des services postaux? Je pense qu'il serait aussi utile, outre la question posée sur l'état général des PAD et de leur instruction de façon globale, d'avoir des précisions aussi sur l'état des chantiers afférents. On sait que le secteur de la construction est impacté par la question du confinement. Est-ce que vous pouvez nous apporter un certain nombre de précisions par rapport aux chantiers et l'impact sur le secteur en tant que tel? Alors, une question complémentaire sur l'évaluation du COBAT. Vous vous étiez accordé au niveau du gouvernement et il y avait, je pense, une relative unanimité entre le ministre-président et le secrétaire d'État sur la nécessité d'une évaluation du COBAT, qui était prévue 1 an après son entrée en vigueur. Est-elle retardée? Dans l'affirmatif, quand estimez-vous qu'elle sera effective et quand pourra-t-elle être présentée au Parlement bruxellois? Même question, donc je ne la répète pas, relative à l'état de la question sur la désignation du Baumeister, du RRU, comme Mme Lannan l'a souligné par ailleurs. Et je voulais savoir si un certain nombre de décisions qui sont prises par les communes depuis quelques jours et qui impactent des nouvelles habitudes en matière d'urbanisme et de mobilité, est-ce que ces décisions-là doivent être soumises en partie, pour certaines, à la région? Et quel est l'état de la situation dès lors qu'il y a un confinement et donc un ralentissement des activités? Je vous remercie. Merci Mme Frémaux. Alors, nous avons terminé le tour des groupes politiques et je vais céder maintenant la parole tour à tour au ministre-président et au secrétaire d'État. Monsieur, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, concernant les questions sur l'organisation du travail au sein de nos administrations, depuis le début du confinement, le comité de direction de Perspective, et Pascal Smet vous répondra concernant Urban, a décidé, comme partout ailleurs, de généraliser le télétravail. La façon dont est organisée Perspective permet d'assurer la continuité du travail de cette manière. Les outils informatiques nécessaires sont mis à
à disposition de l'ensemble du personnel qui continue à s'investir afin de répondre aux missions qui sont confiées à cet organisme. Vandaag werd dus het hele personeel van thuis uit, met uitzonderingen van voor 7 personeelsleden die arbeidsongeschikt zijn, wat kan worden aanzien als een normale toestand, ook buiten de pandemiecontext. Globaal gezien is er geen enkel dossier opgeschort. Cependant, la crise a des impacts sur les dossiers du service école. En ce qui concerne le décrochage scolaire, les activités du DAS et du DASC sont en majorité suspendues. Certaines autres activités subissent des retards d'exécution dans le cadre des marchés publics dont les prestataires ne peuvent assurer les délais d'exécution en cette période. Les écoles dépendant d'un permis d'urbanisme prendront potentiellement aussi du retard à la suite de la possible application de l'arrêté suspendant les délais de rigueur. Les projets ne nécessitant pas de PU risquent quant à eux d'être retardés par l'impact du confinement sur le secteur de la construction. Je vais essayer de questions sur les chantiers et autres. Ça varie en fonction des entreprises et de leur capacité à se fournir chez leurs sous-traitants. Donc, il n'y a pas de règles et de leur capacité aussi d'assurer la distanciation sociale nécessaire et imposée par le Conseil national de sécurité. Alors, veuillez noter toutefois que les contrats écoles sélectionnés pour la période 20-24 sont entrés dans la phase de diagnostic, et donc début 2020, et des comités d'accompagnement sont programmés en visioconférence, bien évidemment, d'ici à la fin de ce mois. En ce qui concerne les travaux de la CRD, la fermeture des bureaux de perspective a, dans un premier temps, rendu impossible la poursuite normale de ces travaux. Les délais ont cependant été rétroactivement suspendus à partir du 16 mars, conformément à l'arrêté du gouvernement du 2 avril 2020, publié au Moniteur belge du 9 avril, et dans l'intervalle, Perspective a fait le nécessaire pour permettre à la CRD de se réunir par vidéoconférence, qui était pour certains une véritable révolution mentale. Les réunions hebdomadaires ont donc repris pour finaliser les dossiers en cours. Donc pour les nouveaux dossiers, donc le projet d'ordonnance procédure accélérée logement-école, les PAT Herman Debroux et loi, la CRD devra donc attendre la fin du confinement pour auditionner les représentants du gouvernement en ce qui concerne les nouvelles demandes d'avis. Ce qui est de vos questions portant sur le Conseil d'État et des modalités de recours, nous ne sommes évidemment pas compétents en cette matière. Venons-en aux questions portant sur les dossiers des grands projets urbains en cours. En ce qui concerne les PAT, hormis le ralentissement inhérent aux premières semaines de confinement, la pandémie n'a pas causé de retard significatif dans les procédures en cours. Les équipes et celles de Perspective se retrouvent fréquemment en vidéoconférence et continuent à avancer dans ces matières. Alors, 4 PAT ont déjà fait l'objet d'une enquête publique et d'un avis de la CRD par ordre de priorité pour cette série. Il y a d'abord le PAT caserne que nous entendons porter au gouvernement en deuxième lecture prochainement. Ensuite, Mediapart qui accuse un léger retard en raison de l'étude sur le tracé du tram dans ou en dehors du site, pour lequel le gouvernement se prononcera prochainement. En termes opérationnels, seul le projet FRAME, dont le PU a récemment été délivré, sera légèrement impacté, la commande ayant eu lieu récemment. C'est un projet qui est antérieur depuis plus de 2 ans au début du processus du projet du PAT Mediapart. Il est donc normal que ce projet voit déjà le jour dès lors qu'il ne nécessite pas de changement planologique. On rappelle une partie du projet FRAME, notamment le projet du futur siège pour BX1, est financé par les fonds européens FEDER dans le cadre de la programmation 14-20. Il est donc important que ce projet avance pour ne pas perdre les financements obtenus en 2015 lors de l'attribution des subsides européens. Donc, pour les autres questions portant sur la mobilité, je vous renvoie à ma réponse à l'interpellation 62 de janvier dernier, où vous avez tous les éléments de réponse. J'en arrive ensuite au PAT Gare de l'Ouest, dont l'analyse post-enquête publique se poursuit en parallèle d'échanges soutenus avec la SNCB. Vient ensuite le PAT Port de Ninove, pour lequel Perspective travaille encore à analyser les conclusions de l'enquête publique également. 4 richtplannen van aanleg zijn aan een openbaar onderzoek onderworpen en moeten nog een advies krijgen van de GOC. In deze reeks vindt men gerangschikt naar prioriteit de RPA Josaphat en Nijvaart, waarvoor de hoorzitting van de GOC plaatsvond net voor de lockdown. Het advies van de GOC valt deze week bij ons in de bus voor Josaphat en volgende week voor Nijvaart. Voor het RPA Herman Debroux heeft de GOC net het dossier ontvangen waarvan de termijn van de 60 dagen pas begint te lopen als de lockdown wordt opgeheven en ook de hoorzitting pas na deze periode kan plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor het RPA-wet, waarvoor over 14 dagen het schrijven naar de GOC vertrekt met het verzoek om haar advies.
Enfin, les projets de PAT n'ayant pas encore terminé le processus d'élaboration vers la première lecture, le projet de PAT Midi est en cours de finalisation et le PAT Maximilien poursuit son élaboration. Les PAT Bordet, pour lesquels la désignation du bureau d'études est intervenue, et Défense, pour lesquels un jury s'organise début mai, vont eux entamer leur processus d'élaboration. Les ordres de priorité sont établis en fonction de la maîtrise foncière publique. Si des PAT comme Caserne et Josaphat sont en haut de la liste, nous avançons parallèlement sur les autres. Notre ambition est de proposer des quartiers mixtes bien pensés et articulés autour d'espaces verts qualitatifs. Cette ambition reste inchangée. Het debat over het moratorium en de verbetering van het participatieproces is in deze commissie al meermaals gevoerd en ik zal er dus niet meer op terugkomen, maar u kunt wel vaststellen dat wij geen enkel RPA in Stoemelings, bravo voor de Brusselse vertaling mevrouw, hebben goedgekeurd zoals sommigen lijken te suggereren. Het werk van de regering gaat verder en daarmee ook de mogelijkheid om RPA in tweede lezing goed te keuren. Il faut toujours faire attention des communiqués de presse le 1er avril, on ne sait jamais si c'est un poisson d'avril ou pas. Donc, comme j'ai un sens de l'humour assez développé, je pense toujours que ça fait partie de la bonne humeur ambiante dans cette région. Alors, en termes de planning, il est évidemment très difficile de l'établir, considérant que l'analyse des réclamations issues des enquêtes publiques et la nécessité ou pas de repasser en enquête publique ne sont pas encore abouties. Je peux en tout cas vous rassurer sur le fait que nous tiendrons évidemment compte du contexte pour la tenue des enquêtes publiques lorsque celles-ci seront rendues nécessaires avant la deuxième lecture. En termes opérationnels, plusieurs d'entre vous s'interrogeaient également sur l'impact de cette crise. Au vu du contexte et des missions sur lesquelles Perspective se concentre, il n'a pas été possible à ce stade de mettre en place un outil public d'estimation de l'impact de la crise sur le marché immobilier. Rassurez-vous, je pense que d'autres acteurs s'en préoccuperont. Nous prenons connaissance, comme vous, des publications du privé sur ce point, et Perspective est par contre en train de mettre en place un mécanisme de planification dynamique qui sera la suite de l'élaboration du PRDD. Dans ce cadre, l'idée est de permettre une actualisation presque en temps réel du projet de ville en fonction de l'évolution éventuelle des paramètres qui l'ont fondé, comme celui de la croissance démographique, par exemple. C'est un mécanisme qui se construit progressivement et sa finalisation dépendra de la capacité des équipes et partenaires à avancer dans les circonstances actuelles. Dans ce contexte, septembre prochain semble un horizon raisonnable. En tout cas, c'est ce que tout le monde espère, pas uniquement pour ceci. Over NEO, meneer Van den Borre, we hebben uiteraard kennis genomen van het arrest van de Raad van State van 6 maart 2020, dat ons in zekere zin de weg wijst die we moeten volgen met het oog op het herschrijven van de GGB 15 met betrekking tot de IJssel. Het arrest zet er ons immers toe aan om in de GPB IJssel de realisatie van de verkeersgenererende opdrachten van NEO juridisch ondergeschikt te maken aan de verwezenlijking van de nieuwe verbindingsweg tussen het plangebied en Parking C. Dit is een aanpak die geïnspireerd is op de planningsinstrumenten die in het Vlaams gewest bestaan. En de Vlaamse Kamer van de Raad van State, die belast is met het onderzoek van het beroep, heeft beslist om deze aanpak ook in het Brussels hoofdstedelijk gewest toe te passen om de haalbaarheid van het betrokken ontwikkelingsproject op het niveau van het hogere plan te waarborgen. Zo zullen we de vernietigde bepalingen van het GPB herschrijven door er de verbindingswegen die nodig zijn om de mobiliteitsproblemen op te lossen in op te nemen, namelijk de verbinding naar Parking C en de onder de tweede subvraag vermelde verbinding naar de A12. Tegelijkertijd werken we het RPA IJssel verder uit, dat overeenkomstig het BWRO een vrijstelling inhoudt van de verplichting een BBP op te maken voor de uitvoering van de GGB's. De verbindingsweg Parking C, die de voorkant van de paleizen met de ring verbindt, had, laten we er andermaal aan herinneren, op zijn Brusselse, dus van de paleizen naar de Romeinse Steenweg en Vlaamse, van de Romeinse Steenweg naar Parking C, deed de nodige vergunning verkregen en moest naast de aanleg van een groene ruimte die toegankelijk was voor de omwonenden een verbinding met de autosnelweg mogelijk maken door onder de Romeinse Steenweg door te passeren, om zo de woonwijken te ontzien van het autoverkeer, met name het logistieke verkeer. De werken zijn effectief aan start gegaan, maar het sluiten voor wat het Brusselse gedeelte betreft, op grond dus van de Brusselse vergunning, welke niet vernietigd werd. De weg zal dus in eerste instantie aansluiten op de Romeinse Steenweg.
En naar aanleiding van de weigering van een vergunning in Vlaanderen is inderdaad beroep aangetekend waarvoor het onderzoek momenteel loopt. Hoewel we hopen dat het beroep ingewilligd zal worden, voor de behoeve van de inwoners van de Romeinse Steenweg en de naburige Vlaamse gemeenten, waarvan sommigen, laten we dat niet vergeten, op deze weg aangedrongen hebben om de verkeersdruk te verlichten. Werken we ook aan een andere snelwegverbinding die voor 100% op het Brussels grondgebied ligt en die de voorkant van de paleizen zal verbinden met de A12, waarbij maximaal gebruik zal worden gemaakt van de bestaande wegen en de bindingen en er een minimum aan nieuwe infrastructuur nodig is. Sur l'exécution des marchés publics en matière d'urbanisme, comme d'autres entités du pays, nous sommes dotés ce 9 avril dernier de recommandations en matière de marchés publics. Nous n'avons pas de prise sur la législation sur les marchés publics qui reste fédérale. Il s'agit donc de recommandations qui n'ont donc pas de valeur contraignante, mais qui sont des consignes que les administrations sont invitées à suivre dans leurs relations avec les prestataires. Inversement, les prestataires peuvent également se prévaloir de ces consignes dans leurs relations avec les administrations. Et on peut vous envoyer ça en annexe, il n'y a aucun souci. Sur les CRU, même si les mesures d'urgence décidées par le Conseil national de sécurité pour limiter la propagation du Covid-19 sont de nature à ralentir l'exécution et la mise en œuvre des opérations et actions de revitalisation urbaine, les CRU étant, eux, dans leur phase d'exécution, il y a évidemment un ralentissement, mais pas un empêchement, comme je vous l'ai dit. On bénéficie donc de la suspension temporaire, les CRU bénéficient de la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci et son application de notre arrêté pris en exécution des pouvoirs spéciaux. Les CRU voient donc leur phase d'exécution repoussée à ce jour de 2 mois. Les bénéficiaires des CRU conservent donc l'ensemble des délais réglementaires prévus pour la phase d'exécution d'un CRU. Nous avons aussi recommandé aux bénéficiaires et notamment aux communes de tout mettre en œuvre pour avancer néanmoins dans la réalisation des projets, par exemple dans la mise en œuvre des marchés publics, rédaction, relecture, approbation, publication et de charge, analyse et approbation des dossiers de candidature et d'offres, que dans l'organisation de réunions de travail et de projets avec les différents protagonistes nécessaires à l'avancement d'un projet au moyen des outils de vidéoconférence existants ou encore dans la prise de décision par les autorités communales. Les projets des CRU continuent donc à avancer. Les administrations en charge du suivi des CRU, urbaines et perspectives, continuent à travailler majoritairement en télétravail. Et le travail sur l'établissement et la vérification des décomptes des justificatifs également. Nous n'avons à ce jour pas d'impact sur le versement des subsides aux communes. Alors, sur le bâtiment Blue Star, la destruction des LDEF n'aura pas lieu pendant le premier trimestre 2020. Toutefois, le permis octroyé pour l'occupation de Bruxelles dans les ailes A, B, C impliquant la démolition des LDEF, celle-ci devra tout de même être envisagée courant 2020. Actuellement, la plateforme citoyenne occupe une seule aile, la seule du complexe. L'extension sur l'aile F a été analysée et a abouti à un avis négatif. Le nouveau bâtiment, il s'agit de construire une nouvelle école régionale des métiers, comme vous le savez. Donc, on ne modifie pas nos ambitions en la matière. Alors, concernant vos questions relatives au tourisme, bien évidemment, le secteur du tourisme est un des secteurs les plus impactés par la crise du coronavirus, avec les restaurants, les bars, les lieux touristiques et culturels fermés et avec un taux d'occupation des hôtels avoisinant les 1,1%. On peut même parler d'un secteur à l'arrêt. Il est évidemment trop tôt pour évaluer les pertes engendrées pour les différentes branches de ce secteur, mais on peut déjà imaginer que celles-ci seront lourdes pour tous les acteurs touristiques ainsi que pour les finances de notre région. Pour rappel, l'ensemble des touristes dépensent environ 2 milliards d'euros par an à Bruxelles. Le tourisme de séjour, donc minimum une nuitée, qui génère annuellement 1,2 milliard d'euros en région bruxelloise. Un peu moins de la moitié de cette somme revient aux hébergements, tandis que 620 millions d'euros profitent directement à d'autres secteurs. Au niveau de l'emploi, l'occupation de 57 000 employés, c'est 9,3% du total régional, et de 7 200 indépendants, 6,5% du total régional, dépend directement de ces dépenses. Voor het hotelsector heeft de regering al financiële maatregelen aangekondigd en de CITE-tax opgeschort voor de eerste 6 maanden van 2020 en denkt nu samen met de sector naar over andere relancemaatregelen. Sinds een aantal weken werkt Visit Brussels aan het toeristisch relanceplan in samenwerking met de ruim 250 partners van de toeristische sector, gemeentelijke partners inbegrepen. Wat echt wel een mooi initiatief van collectieve intelligentie mag worden genoemd.
Alors, le document sur lequel vous vous basez pour poser vos questions n'est pour l'instant qu'une ébauche. Et donc, c'est encore au stade d'un document de travail. Et donc, ce premier jet fait encore l'objet d'analyse et de relecture par l'ensemble des acteurs du secteur. Il est donc trop tôt, en plus on ne sait pas, franchement on est en plein dans la crise, donc trop tôt pour répondre à des questions, mais soyez assurés qu'on assurera une relecture attentive de cette note et nous y apporterons les modifications nécessaires en tenant compte, entre autres, des remarques qui ont été formulées par l'ensemble des partenaires. Ce plan comprend plusieurs scénarios adaptables suivant les étapes et les mesures de déconfinement qui seront prises pour partie lors du prochain Conseil national de sécurité de vendredi et de ceux des semaines et des mois suivants. On ne rentre pas, vous pouvez vous en douter, l'intention n'est pas de rentrer dans une phase de déconfinement sans qu'il y ait une série de balises qui permettent d'évaluer l'impact de ces mesures avec d'éventuels retours en arrière si les mesures entraînent une augmentation des pics. Et donc, il est extrêmement compliqué aujourd'hui de pouvoir définir et de se dire dans quel calendrier on s'inscrit pour la relance de ce secteur, puisque on peut lancer toutes les campagnes qu'on veut aujourd'hui, ça n'aura aucun impact concret sur la relance du tourisme à Bruxelles, pas qu'à Bruxelles, en Europe en général. Het relanceplan werd zowel op een mogelijk reisverbod in het buitenland, maar daaraan verbonden een specifieke communicatie met het Belgisch publiek om deze zomer aan te trekken naar Brussel en tegelijk op een toeristisch relanceplan met een internationaal horizon op middellange en lange termijn. Il est à noter que la situation est différente de celle que nous avions connue après les attentats de mars 2016 et que franchement, il n'y a pas de comparaison possible en ce qui concerne la reprise touristique internationale, ni même de l'impact, je dirais, il suffira. On pourra même être dans un plan de déconfinement total que pour autant l'activité ne reprenne pas immédiatement. Il va aussi falloir que le déconfinement se fasse dans nos esprits et dans nos craintes. Et donc, là aussi, je pense que, contrairement aux attentats, ça prendra beaucoup de temps avant qu'on puisse réoccuper à la fois l'espace public, mais notre capacité à circuler, même si elle sera potentiellement possible, sera pour autant que ça redémarrera immédiatement, ce qui était très différent en 2016. En plus, je pense que nous serons au niveau européen et au niveau mondial dans la même situation, en sachant aussi que l'évolution du virus ne va pas se faire de manière égale d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Et donc, croire qu'on va passer d'un jour A à un jour B et que tout va redémarrer comme avant, ça c'est une illusion, je pense, à laquelle il ne faut pas succomber. Et donc, il faudra y aller progressivement et en fonction de l'évolution du virus en Europe et dans le monde. Alors, sur les chantiers de construction, je pense que effectivement, ma collègue Elke van den Brand a pu répondre, puisque c'est quasiment tous ces chantiers dépendent d'elle. Et en synthèse, pour ce qui concerne la région, je vous rappelle, donc, c'est une question qui relève plus du fédéral. Bruxelles Mobilité est favorable à la poursuite et la reprise des chantiers. Pour autant que les entreprises respectent, comme je l'ai dit, les mesures de distanciation sociale prises au sein du Conseil national de sécurité. D'autre part, le comité de coordination du site continue à traiter des demandes et à délivrer les autorisations nécessaires. Et dans les faits, les grands chantiers de Bruxelles Mobilité de la STIF sont effectivement soit fermés, soit tournent au ralenti. Et donc, on est pour l'instant dans un retard de l'ordre de 4 semaines en moyenne, suivant les chantiers. Mais les travaux urgents et nécessaires cela se poursuivent. Vous aurez pu le remarquer, le marquage routier, l'asphaltage, les plantations saisonnières, tout ça se déroule normalement. De coördinatiecommissie van de bouwplaatsen kan zich niet uitspreken over een precieze kalender voor de herneming van de bouwplaatsen, aangezien alle activiteiten afhangen van de federale maatregelen inzake opheffing van de lockdown. Het is nog te vroeg om de totale impact van de lockdown op de bouwplaatsen in te schatten, maar heeft de commissie op 18 mei een specifiek subcomité opgericht om de kwestie in verband met de videocrisis te behandelen 19. Voilà, je vous remercie pour votre bonne attention. Merci, Monsieur le Président. Et je cède maintenant la réponse à Pascal Smet pour ses réponses. Aussi de ma part, Madame la Présidente, bonjour. Voici une longue réponse. Comme ça, je ne vais pas les lire très long. Il y a plein de questions qui sont posées. Je vais regrouper les questions.
En meneer Matthias van den Borg, lief met de verontschuldiging, maar ik zal vooral Frans spreken. Daar is niks achter te zoeken, maar dat is in deze uitzonderlijke tijden gemakkelijker om sneller te gaan en er is geen vertaling. Dan is het ook beter, dan gaat het ook iets sneller gelet op het lange antwoord. Alors, les circonstances liées à la crise sanitaire ont en effet obligé à revoir complètement l'organisation de Urban Brussels et des procédures d'instruction des permis d'urbanisme. Alors que de nombreux services sont mis en suspens à travers le pays afin de lutter contre la propagation du virus, il a semblé indispensable que le fonctionnement ainsi que les procédures d'instruction de permis d'urbanisme s'adaptent afin de poursuivre au mieux et en toute sécurité sa mission de service public. On a donc immédiatement instruit Urban Brussels de se réorganiser pour garantir la continuité du service aux citoyens. Il y a 3 principes qui ont suivi pour trouver la bonne attitude vis-à-vis de la crise sanitaire du Covid-19. 1. Un respect total pour la santé d'abord. Le gouvernement fédéral a interdit tout déplacement non essentiel pour les citoyens. 2. Également un service continu aux citoyens. Dans ces crises, l'autorité publique doit être présente pour les citoyens et rester accessible. 3. Le tout dans un respect total pour les droits démocratiques des citoyens de pouvoir s'exprimer dans le cadre de l'instruction des permis d'urbanisme. Nous avons donc cherché des solutions qui sont proportionnelles, qui maximalisent la continuité de l'action de l'autorité et qui minimalisent les déplacements des citoyens et des agents de Urban Brussels et tous les métiers y relatifs. Il est important aussi de rappeler que dans ce genre de crise qui bouscule notre société, chaque niveau de pouvoir doit maximiser son effort vis-à-vis des citoyens, les niveaux régionaux comme le niveau fédéral et communal. Dans la réorganisation du travail dans cette période de confinement et la prochaine période de déconfinement, nous allons devoir être créatifs, flexibles, constructifs. Et c'est l'attitude qu'on demande à notre administration et j'espère que les communes s'y associent aussi et vous d'ailleurs aussi. Malgré le défi, votre administration a donc réussi une incroyable transformation grâce notamment à l'engagement, la créativité et la persévérance et la solidarité de ses agents. Je le remercie pour cet effort. En 48 heures, j'ai pu assister à un redéploiement de certaines procédures, un assouplissement et une généralisation au maximum de la possibilité d'effectuer du télétravail. Actuellement, les agents sont en télétravail et il a aussi été décidé de basculer au maximum dans le digital, ce qui est maintenant une réalité dans bon nombre de métiers existants au sein d'Urban Brussels. Ceci me permet donc d'apporter les réponses suivantes aux questions. D'abord, sur la réorganisation du travail de Urban. Tous les agents de l'administration régionale sont restés en activité de service. En ce qui concerne la direction de l'urbanisme et la direction du patrimoine culturel, dès le 16 mars, le télétravail a été étendu à l'ensemble du personnel, à concurrence de 4 jours de télétravail par semaine et 1 jour de présence au bureau pour la circulation des dossiers papier. Afin d'éviter que trop d'agents se retrouvent en même temps sur le lieu de travail, un calendrier de présence des agents a été organisé pour les actions essentielles à la continuité de service, prise de nouveaux dossiers, préparation de documents pour signature et expédition, scan pour le partage avec d'autres agents ou administrations. Une permanence au sein du secrétariat du département qui le nécessite est également mise en place. Malgré le régime de télétravail, le secrétariat de la DU assure donc la réception et l'envoi des documents. L'instruction des dossiers est menée aussi vite que possible, c'est-à-dire qu'elle se poursuit jusqu'au dernier acte de procédure dans le contexte du confinement, jusqu'à l'enquête publique ou à la commission de concertation qui, comme vous le savez, sont suspendues pour l'instant. À titre d'exemple, voici les chiffres en ce qui concerne les demandes de permis de bâtiment. Accusé de réception 81, avis sur les dossiers communaux dérogation 109, article 191, demande de modification de plan 25, demande de poursuite de procédure 24, préparation de préavis de commission de concertation 19. Le fonctionnaire délégué a continué d'instruire les dossiers, là où cette instruction demeurait compatible avec les mesures de confinement et la distanciation sociale, et donc notamment pour les demandes de permis qui ont déjà fait l'objet d'une enquête publique et d'une commission de concertation. À ce titre, 84 décisions d'octroi ou de refus de permis d'urbanisme ont été délivrées. En raison de la fermeture du guichet,
Les nouvelles demandes de permis peuvent être introduites soit par recommandé, comme le prévoit explicitement le COBAT, soit numériquement via la plateforme ad hoc, à charge d'Urban d'imprimer les plans ensuite. Afin d'offrir un service supplémentaire aux demandeurs de permis, le conseil de direction a décidé d'organiser 2 fois par semaine une permanence physique à l'accueil pour réceptionner les demandes de permis volent mieux. Les demandes de permis d'urbanisme mixte introduites à Urban suivent le cheminement classique vers Bruxelles Environnement. Les réunions de projet, qui ont été dans un premier temps reportées, se déroulent maintenant par vidéoconférence au rythme de 4 réunions par semaine, quand le demandeur est d'accord de procéder de telle manière. La Commission royale des monuments et des sites s'est déjà réunie à 3 reprises en vidéoconférence et rend ses avis simples et conformes en mode téléconférence. Les procédures de délivrance sont donc poursuivies et ne souffrent d'aucun retard. Le confinement ayant débuté le 17 mars, nous pouvons donc évaluer le travail accompli depuis un mois. En 4 semaines, le nombre de décisions relatives à des permis régionaux, je répète, 84 permis refus, qui ont été mis à la direction de l'urbanisme est légèrement supérieur aux 4 semaines précédant le confinement. En outre, la direction de l'urbanisme a continué à assurer les instructions des demandes de permis d'urbanisme en cours, ainsi que les nouvelles demandes, 26, de permis introduites durant le confinement. La suspension des réunions et la réduction du nombre de demandes dégagent en effet du temps supplémentaire pour les gestionnaires de dossiers pour avancer dans la résorption des anciens dossiers. À titre indicatif, par les dossiers qui ont fait l'objet d'une décision pendant le confinement, 46 concernaient des demandes de permis d'urbanisme introduites avant 2020. Le télétravail étendu, ainsi que la tenue de réunions par vidéoconférence en période de confinement, seront analysées prochainement et des propositions d'adaptation de méthodes de travail seront, le cas échéant, implémentées pour une période transitoire en attendant la reprise du cours normal des actions. En matière de valorisation du patrimoine, les procédures qui visent à protéger, publier et sensibiliser se poursuivent de manière quasiment normale. Outre les différents appels à projets, l'organisation de nombreux événements tels expositions, conférences est préparée de manière à ce qu'ils puissent être opérationnels dès le confinement acquis. La préparation des prochaines journées du patrimoine en font partie. Pas encore annulée alors. En matière d'archéologie, les opérations post-fouilles sont en cours avec un accent mis sur la restauration des objets découverts ainsi que leur encodage dans les banques de données. La future exposition relative aux fouilles du parking 58 est préparée. Fort heureusement, il n'y a pas de chantier en activité à ce jour qui nécessite de fouilles préventives. Il n'y a donc aucun risque de perte de données ou de perturbation de planning des chantiers au moment de la reprise. Seuls 3 petits chantiers faisaient l'objet d'un suivi habituel et dès leur reprise, ils feront l'objet d'un suivi normal. Il n'y a ici aussi aucune crainte de perdre des données ou d'entraîner un quelconque retard. Concernant les procédures de recrutement, il a noté qu'elles ne sont pas soumises à délai, qu'il n'y a pas de crainte à avoir ce nouveau, même que c'est relatif. S'explique. À l'heure actuelle, 5 agents ont déjà été engagés dans le cadre du plan personnel 19, 3 pour l'urbanisme et 2 pour le patrimoine culturel. Les entrées en service prévues en période de confinement ont évidemment maintenu. Elles concernent 2 agents entrés en service le 1er avril. Par contre, malheureusement, depuis le 16 mars, comme suite aux mesures de confinement, les entretiens de sélection planifiés pour les 30, vous le savez, ont été reportés par Talent Brussels et reprendront quand la situation le permettra. Et par conséquent, il y a un retard sur l'engagement du personnel supplémentaire approuvé par le gouvernement. Ce qui concerne les questions de suspension des délais. La crise sanitaire exceptionnelle que connaît aujourd'hui notre pays et toute l'Europe et tout le monde et les mesures actuelles et à venir prises pour limiter la propagation du virus de la population et en particulier les mesures dites de distanciation sociale décidées par le Conseil national sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur notre territoire et parfois même paralyser certains services. Cette paralysie est susceptible d'affecter le bon fonctionnement de différents services publics et corrélativement de priver les citoyens de la possibilité de faire utilement et effectivement valoir leurs droits dans le cadre du procédure administrative. Il en est particulièrement ainsi des mesures particulières de publicité qui sont requises lors d'instruction d'une demande de permis ou de certificat d'urbanisme.
le respect des mesures de confinement et de la distanciation sociale que les citoyens doivent observer rend impossible leur organisation et leur tenue de manière régulière. D'une part, l'enquête publique suppose que la consultation du dossier puisse intervenir dans les bureaux de l'administration communale, qui oblige les citoyens à s'y rendre, alors que tout déplacement non essentiel n'est pas autorisé. D'autre part, les commissions de concertation impliquent la tenue de réunions et corrélativement la présence concomitante de plusieurs personnes dans un lieu clos, ce qui n'est pas autorisé. Pour y remédier, vous savez, votre Parlement a adopté une ordonnance et ensuite le gouvernement a pris des arrêtés et il y a un arrêté 2021 de pouvoir spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et notre réglementation. En vertu de cet arrêté, les délais de rigueur en durant lesquels une décision statuant sur une demande de permis ou de certificat d'urbanisme doit être notifiée ou été suspendue à compter du 16 mars 2020 pour une durée d'1 mois, prorogeable 2 fois pour une même durée par un arrêté par lequel notre gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires. Alors, le premier arrêté a été approuvé par le gouvernement à sa séance du 16 avril, avant déjà, maintenant il y a un deuxième, et cet arrêté a été publié hier au Moniteur belge et la suspension des délais est alors prolongée jusqu'au 15 mai 2020. Je répète qu'il s'agit d'une suspension des délais, pas de l'instruction. Chaque autorité délivrante doit donc prendre sa responsabilité vis-à-vis de ses citoyens pour revenir à une normalité au plus vite possible, toujours respectant dans le cadre définitif par les autorités fédérales et régionales. Je continue dans le même sujet. Alors, la suspension des enquêtes publiques et des commissions de concertation n'ont pas fait l'objet d'un arrêté ministériel en tant que tel, n'était pas nécessaire puisque le délai en durant lequel l'enquête publique doit être organisée est suspendu par l'arrêté du pouvoir spéciaux du gouvernement. Formellement, les enquêtes publiques et commissions de concertation sont alors suspendues dès lors que le respect des mesures de confinement et la distanciation sociale que les citoyens doivent observer rend impossible leur organisation et leur tenue de manière régulière. En effet, je vais le dire, il y a des raisons spécifiques pour ça. Alors, des communications spécifiques aux enquêtes publiques et aux commissions de concertation ont été adressées aux communes par moi-même, Urban Brussels, mais aussi par ma collègue Bernard Clairfailly. Dans ma lettre adressée au bourgmestre Schwe le 3 avril, j'ai indiqué que les enquêtes publiques ainsi que les commissions de concertation requises en application des dispositions de combat ne pourraient pas être organisées et se tenir durant toute la période de suspension fixée à l'arrêté précité, à savoir à compter du 16 mars 2020 jusqu'à maintenant déjà 15 mai prolongé. Alors, laisse-moi voir comment la suggestion de M. Van Kreuzenhoven sur les commissions de concertation à distance pas si évident, puisque les mécanismes de la commission de concertation nécessitent un dialogue entre les différents acteurs. Et quand on va le faire à distance, comment on organise et fait en sorte que tout le monde est là et que tout le monde peut parler. Peut-être on peut faire distinction avec des remarques ou pas remarques. On n'exclut pas, depuis quelque temps, on est en train d'analyser, mais je peux déjà dire que ce n'est pas tellement évident. Tous les avis d'enquête publics préalablement affichés par les communes mentionnent effectivement des dates qui ne sont plus d'actualité et qui doivent momentanément rester en place. Pourquoi? Puisque les communes veulent s'adapter, puisque c'est une décision des communes, pas nous, veut que les mesures de confinement et l'obligation de recourir au télétravail empêchent de retenir tous les amphis d'enquête préalablement affichés. Il n'y a aucun risque, puisque une fois la suspension levée, ces avis d'enquête devront être remplacés par de nouveaux avis mentionnant le nouveau terme de l'enquête publique. Il n'en demeure pas moins que les réclamants sont toujours dans la possibilité d'introduire une réclamation pendant la période de suspension. En plus, beaucoup de gens promènent maintenant et probablement pour la première fois dans leur vie découvrent ce truc rouge dans les rues. Il faut voir les choses, ils n'ont pas tous, comme vous, Madame Lagy, qui connaît tout ça, ou des autres. Il y a des citoyens qui découvrent tout à coup des choses qui sont affichées et maintenant ils ont le temps de le lire et ensuite quand même dire des choses. Mais encore une fois,
Quand c'est suspendu, c'est suspendu. Et je ne vois pas ça nécessairement négatif. Clairement, ça a été dit. Je répète aussi que tous les dossiers soumis à l'enquête publique sont toujours consultables sur le site share.urban.brussels. Le citoyen peut toujours regarder digitalement. Alors, les enquêtes publiques qui étaient en cours le 16 mars 2020 recommenceront à concurrence de la partie non issue du délai. Ça, c'est la logique et l'application du principe de suspension. Alors, un exemple, l'enquête publique d'une durée de 15 jours devait initialement se dérouler du 15 au 20 mars 2020. Entre le 5 mars et le 15 mars, veille de la suspension du délai, 11 jours se sont écoulés. En conséquence, une fois la suspension levée, l'enquête publique devra se tenir encore 4 jours. Les enquêtes publiques qui devaient se tenir à partir du 16 mars 2020 se tiendront quant à elles pour l'intégralité du délai requis une fois la suspension levée. Moyennant la prolongation des délais prévue dans l'arrêté numéro 1 du gouvernement, prévoit toutes les enquêtes publiques recommenceront à dater du 16 mai 2020. Si on reste dans le schéma actuel, ça pourrait éventuellement encore prolonger avec un mois et à ce moment-là sera alors le 5 juin 2020 et ça on va voir peut-être ce vendredi ou ce week-end suite à la décision du fédéral en concertation avec les régions. Alors, toutes les enquêtes publiques requises par la loi seront donc organisées conformément au délai requis. Et en date du 10 avril 2020, j'ai encore adressé un courrier à Bru Localis indiquant les mesures à prendre s'agissant des enquêtes publiques en cours ou devant être organisées à compter du 16 mars 2020. Une publication spécifique est également disponible depuis le 13 avril 2020 à l'attention des communes de notre région sur la plateforme FAQ mise en place par Urban Brussels dans le cadre de la modification du COBAT et un FAQ COVID a également été publié depuis le 9 avril sur le site de Urban Brussels. En ce qui concerne la mise à disposition du public par voie dématérialisée d'un dossier relatif à un projet de décision qui ne s'accompagne pas d'une réunion publique, cette possibilité existe déjà par l'intermédiaire de la plateforme share.urban.brussels qui permet une consultation en ligne des dossiers de permis soumis à enquête publique. Je voudrais encore dire une chose, puisqu'il y en a plusieurs choses, mais concernant cette suspension de délai sur interenvironnement. Je ne vais pas dire grand-chose là-dessus, simplement, ils ont de nouveau la possibilité de décevoir beaucoup de gens au gouvernement, moi-même aussi, en publiant ce qu'ils ont publié. Un coup de téléphone ce jour a pu informer tout ce qu'ils voulaient savoir. Probablement, ils ont pu déjà savoir que le gouvernement voulu suspendre les procédures et c'est malheureux, je trouve personnellement, qu'ils ont fait une communication dans ce sens-là puisque ça ne reflète pas une bonne collaboration dans les périodes difficiles dans lesquelles on vit. Alors, communication avec les communes, et il y a certaines qui ont posé des dates précises. Je crois que c'est Mme Frémont, qu'on ne voit pas toujours malheureusement, l'image. Mais Mme Frémont, entre autres, a demandé des dates. Alors, en date du 16 mars 2020, j'ai adressé un courriel au bourgmestre Échevin demandant d'annuler et de reporter les commissions de concertation programmées jusqu'au 3 avril inclus, et ce jusqu'à nouvel ordre. On a également indiqué que le gouvernement allait prendre prochainement la décision pour confirmer la méthode pour la suspension de commissions de concertation. Le 20 mars 2020, le gouvernement a adopté en première lecture l'arrêté de pouvoirs spéciaux. Au lendemain de cette adoption, Bruxelles Pouvoirs locaux a communiqué le principe de cette suspension aux communes. C'est logique que Bruxelles Pouvoirs locaux a fait puisque ça a une conséquence juridique, bien entendu. Le ministre-président a ensuite sollicité l'avis de la section de l'élection consultative. Vous le savez, on a obtenu le 27 mars. Le 2 avril, le gouvernement a adopté en seconde lecture. En 3 avril, le jour lendemain, alors, on a adressé un courrier aux communes, expliqué tout. Et quelques jours après, le 9 avril, comme j'ai déjà dit, on a encore adressé un courrier à Bru Localis pour expliquer les contours de la procédure électronique mise en place par Urban Brussels. Et le 10 avril, on a aussi envoyé un courrier à Bru Localis indiquant les mesures à entreprendre s'agissant des enquêtes publiques au cours ou devant être organisées à compter du 16 mars, et j'ai déjà parlé du FAQ. Des questions concernant Nova. Nova est fonctionnel, mais il subsiste encore un certain nombre de bugs et certains fonctionnements
qui ne répond pas encore tout à fait à nos attentes et besoins. Vous savez que c'est le CIRP qui fait ça et il y a plusieurs groupes de travail en activité pour trouver des solutions à ces problèmes et cette plateforme est en constant développement. Pour ce qui concerne des Open Permits ou de My Permits, ces développements sont également en cours. Nova permet le télétravail dans une certaine mesure puisqu'une grande partie des tâches quotidiennes sont effectuées dans Nova. Les agents ouvrent le dossier dans Nova, une analyse est faite sur papier ou sur base de dossiers digital présents dans Nova qui mène à la génération de documents qui sont ensuite envoyés, etc. Mais nous travaillons aussi toujours en mode papier, donc d'autres éléments interviennent dans la gestion du télétravail, dossier papier à récupérer, validation, signature, analyse, etc. La plateforme est à jour si on ouvre bien les dossiers dans Nova. Notez qu'avant le confinement, certaines communes n'ouvrent déjà pas directement les dossiers dans Nova. C'est à voir au cas par cas. Je n'ai pas de réponse quand on fait que les communes uploadent bien les documents digitaux dans Nova au pass, ça c'est pour plus tard. Concernant le calcul des délais, pour répondre à l'arrêté qui suspend le délai V, Nova doit encore être adapté et l'analyse CIRP est aujourd'hui en cours. Voilà. Alors, des questions sur la stratégie de déconfinement. Pour le moment, on est alors jusqu'à mi-mai. On ne sait pas encore quelle décision le Conseil national de sécurité va prendre et toutes les conséquences ça a sur ça. Évidemment, on y réfléchit déjà. Il y a aussi deux communes, Anderlecht et Woluwe-Lambert, qui ont nous fait part contre leurs craintes. En principe, c'est simple. Une fois que la suspension est terminée, tout reprend son cours. Évidemment, puisqu'il n'y a pas de décisions qui sont prises, il y a une accumulation du travail, il y a une organisation. Et les deux communes ont déjà laissé savoir, mais il y a l'été qui arrive, les vacances qui arrivent. Quelles conséquences? Normalement, on ne fait pas de commission de concertation en été. Par exemple, il y a plein de choses à organiser. Comment ça va se faire? On est en train d'analyser avec eux. On a demandé à Bruno Collis aussi l'opinion des 17 autres communes. Sur base de ça, on va élaborer une stratégie de déconfinement dans les 2 semaines qui viennent, puisque de toute façon, jusqu'au 15 mai, tout est suspendu aujourd'hui. Recours Conseil d'État, comme le ministre-président a déjà dit, ça, ce n'est pas directement notre compétence, mais, et à ce stade, les recours au Conseil d'État ne sont pas suspendus, mais il y a un projet d'arrêté royal au niveau fédéral qui a été adopté le 18 avril 2020 qui prévoirait une prolongation de 30 jours du délai de recours au Conseil d'État qui expire pendant le confinement. Cette règle ne s'applique pas aux demandes de suspension d'extrême urgence et aux demandes de mesures provisoires d'extrême urgence, mais cet arrêté doit encore être signé par le roi et normalement, ça sera cette réglementation. Mais encore une fois, je confirme évidemment ce que le ministre-président a dit, c'est le niveau fédéral qui décide sur le Conseil d'État. Je pense que j'ai répondu à ça. Pour les COBAT, RRU et les minimums importance. Alors, le RRU, laisse-moi commencer avec le RRU. Le 24 janvier, le gouvernement a adopté en première lecture le projet. Ces 2 textes ont été soumis à l'enquête publique au printemps 2019 dans les 19 communes. L'avis des 19 conseils communaux, 6 instances visées a été sollicitée. En novembre 2019, une demande d'avis à la Commission régionale de développement dont la saisine s'impose en vertu du COBAT a été envoyée. Normalement, ils avaient 90 jours pour rendre un avis. Déjà 2 fois, ils ont demandé un report. Maintenant, l'avis doit venir chez nous le 30 avril 2020. Vu l'importance de l'avis, on a accordé le report, mais j'espère avec vous, évidemment, que le 30 avril 2020, on va avoir l'avis. Comme ça, on peut continuer avec le RRU et la situation pour l'arrêté dispense est le même. Ce qui n'empêche pas que je suis en train de regarder si dans le cadre des mesures à prendre maintenant pour l'été, on ne peut pas faire encore certaines choses, mais probablement tu vas entendre des choses dans les semaines qui viennent. Sur le BMA, 2 questions sur la procédure de nomination de BMA et aussi sur ce qu'il a demandé au secteur. Alors, réfléchissons à la manière d'organiser les jurys, les visites sites, les questions-réponses sur certains dossiers. Durant cette période de confinement, le BMA a souhaité récolter, après consultation de nous, l'opinion publique à travers cette enquête anonyme.
Et l'enquête a été publiée par la newsletter et la page Facebook de BMA le 3 avril sur 2 volets, la poursuite des annonces de concours et délais et l'offre et jury. Les conclusions sont diffusées par le même BIAS le 17 avril. Concernant les annonces de concours et les délais, une majorité des répondants souhaitent que les appels se poursuivent normalement, avec toutefois un délai supplémentaire pour la remise de candidatures et manifestations d'intérêt, et par conséquent, ça va se continuer, mais plus 15 jours pour les appels traditionnels et plus 7 jours pour les manifestations d'intérêt. Concernant l'organisation des jurys et des visites de site, là, la réflexion est en cours puisqu'il n'y a pas unanimité dans le secteur. Ça, c'est en cours encore la réflexion. Finalement, sur la procédure de nomination du BMA, dans les jours qui viennent, le gouvernement sera saisi puisque vous savez que le mandat est prolongé, si je ne me trompe pas, jusque le fin avril. Cette date approche et par conséquent, on a terminé à ce moment-là l'analyse du Conseil d'État et j'espère que le gouvernement peut prendre une décision qui s'impose. Évidemment, puisqu'on n'a pas encore pris la décision, je ne peux pas vous dire comment on va procurer. Il faut d'abord au gouvernement de statuer, mais c'est imminent. Mais c'est pas demain, mais c'est imminent. C'est pas demain. Comme ça, il faut pas être. Tu peux dormir cette nuit. Voilà, Madame la Présidente, je pense j'ai répondu extensivement à toutes les questions. Comme ça, il y avait beaucoup de questions. Comme ça, toutes les réponses sont données. Une chose pas encore dit, l'évaluation du COBAT, Madame Frémont, c'était prévu pour septembre. Bon, on va voir si on va garder septembre, oui ou non. Il y a plein de choses qu'on doit voir dans les semaines qui viennent. Cette question est pour le moment alors pas à l'ordre du jour. Je vous remercie. Merci, Monsieur le secrétaire d'État. Donc, nous en venons maintenant aux répliques. Donc, pour rappel, ici aussi, donc, le temps est limité pour chaque groupe à 2 minutes. Et donc, dans l'ordre qui prévalait pour les interventions, je passe d'abord la parole au groupe MR. Donc, pour son droit de réplique, M. Van Goetzenhoven, M. Commans-Obrachan. Merci, Madame la Présidente. Merci, Vice-président et au secrétaire d'État pour leurs réponses voilà, qui ont été assez détaillées. En tout cas, la plupart de mes questions ont trouvé une réponse, comme par exemple le fait de la reprise des enquêtes publiques, donc à concurrence du nombre de jours restants. Je pense que l'exercice que nous avons eu a montré en tout cas son utilité et qu'il s'avère maintenant nécessaire que tant le public que évidemment les différentes communes, différents membres des personnels communaux puissent être pleinement avertis de l'ensemble de ces éléments, parce que nous vivons évidemment une période particulièrement troublée et il est légitime que certains s'inquiètent de l'état des procédures, des dossiers qui ont été introduits, aussi qui s'inquiètent légitimement d'ailleurs. L'ensemble des groupes politiques se sont exprimés à ce sujet, c'est-à-dire évidemment au développement des PAD, pour lequel une belle unanimité en termes de vigilance s'est exprimée. Donc voilà, je crois que cet exercice s'avère utile et qu'il est sans doute opportun qu'à l'avenir, nous puissions encore faire un point au regard d'une situation qui est, on en est tout à fait conscient, mouvante, et que si un certain nombre d'éclaircissements nous ont été donnés avec un bon niveau de justesse, il faudra sans doute dans les semaines qui viennent les ajuster pour que nous puissions voir comment la situation évolue et comment le gouvernement y apporte réponse. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Pour ma part, je vous avoue être un petit peu déçu par cette réponse. Pour le secrétaire d'État Smet, simplement lui dire qu'il devrait peut-être actualiser son site Open Permits qui annonce toujours des dates qui sont déjà dépassées aujourd'hui. Ça, c'est un détail, mais pour plus de clarté auprès du citoyen, je pense que ce sera ça important. Je voudrais revenir quelques secondes sur les plans de relance en termes de tourisme et de tourisme d'affaires. C'est très important. Il y a déjà beaucoup de villes qui font le nécessaire, qui donnent vraiment déjà toute une série de gages et qui montrent des photos, des vidéos
beaucoup de choses positives. Je pense que nous devons le faire aujourd'hui. Nous avons en plus une ville où il y a du soleil depuis un mois, ça tombe bien. Eh bien, montrons comme notre ville est belle. Même quand elle est vide, elle est magnifique. Il faut pouvoir le montrer. Je peux vous envoyer des dizaines d'autres exemples de villes en Europe et dans le monde. C'est magnifique. Il faut que ce soit diffusé. C'est une pub gratuite qui pourrait être diffusée sur... puisque tous les soirs, on voit pas mal de villes comme ça, que ce soit New York, Berlin, Chicago et ainsi de suite. Je trouve que ce serait vraiment une vraie opportunité. Je ne vais pas être plus long. Je vous remercie. Voilà. Erwin Den Borg. Dank u wel. Dank u wel, minister-president en staatssecretaris, voor uw antwoorden. Ik denk dat ik op de meeste, of zo niet alle vragen een antwoord heb gekregen. Natuurlijk waren de merendeel van de antwoorden wel technisch, dus ik vroeg mij af, en zeker met betrekking tot het deel over NEO, of ik uw antwoord zo snel mogelijk, als dat kan, vandaag kunnen ontvangen. Eventueel kan u het bezorgen misschien aan de secretaris of de voorzitter. Op die manier kan ik het meer in detail bekijken en een meer inhoudelijke analyse ook maken. Want mijn eerste indruk is, als ik uw antwoord over NEO goed heb beluisterd, dat het gewest samen met Stad Brussel dus de procedure voortzet. Echt wel uitdrukkelijk van plan is om het project verder te zetten. Dat kan ik alleen maar als eerste reactie meegeven, dat dit toch niet is wat Brussel op dit moment nodig heeft. Heel veel handelszaken staan enorm onder druk. Ik heb heel veel schrik dat er een enorme faillissementsgolf op ons afkomt. Dan is dit zeker niet het project dat Brussel zal redden. En dan tot slot, en daarmee sluit ik af, wat betreft toerisme. Het is inderdaad belangrijk, denk ik, dat we een positief beeld over Brussel in de markt zetten als een stad die terug open gaat voor business. Uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen. Maar dan wil ik nog eens uitdrukkelijk verwijzen naar de rellen in Anderlecht. Ik was vandaag toevallig in Anderlecht en ik zag daar vlaggen, posters, etc. Veel boodschappen die eigenlijk uitdrukkelijk opriepen tot geweld tegen de politie. Bijvoorbeeld een poster die overal werd opgeplakt. Stoppons la police nous-mêmes. Dat zijn toch heel gevaarlijke boodschappen. En ik denk dat het een gepaste reactie moet zijn om daar echt wel krachtige op te reageren en die boodschappen uit het straatbeeld te verwijderen en ook politiek daar afstand van te nemen. Want als dit opnieuw escaleert, die beelden zijn dramatisch voor de reputatie van Brussel. Je pense qu'il va falloir conclure. Oui. Voilà. Alors, Madame Lanane, pour votre droit de réplique. Merci, Madame la Présidente. Je voulais vraiment remercier le ministre-président des réponses apportées. Je n'ai pas bien entendu, peut-être, je ne sais pas s'il a pu répondre clairement. En tout cas, pour moi, ce n'est pas très clair au niveau du fonctionnement de la Commission régionale de développement. Je ne sais pas s'il a pu l'exprimer. Voilà, mais ce n'est pas grave si on aura sans doute l'occasion de revenir là-dessus. Je voudrais aussi remercier le secrétaire d'État pour avoir répondu de manière tout à fait complète. C'est la première fois, je pense, qu'il n'élude pas ses réponses. Et je voulais aussi le remercier pour la pédagogie de sa réponse, puisque ça permet en tout cas pour les citoyens qui nous écoutent d'être très clair. Et puis surtout, vous remerciez, vous, Madame la Présidente, et les services du Parlement d'avoir permis de tenir cette commission en visioconférence. Merci. Merci, Madame Lanane. Alors, Eerverstraat. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. En bedankt aan de excellenties voor de heldere antwoorden. Ik vond ook dat alle vragen zeer duidelijk zijn beantwoord. Ik wil beginnen met felicitaties ook al aan het personeel en aan de ministers natuurlijk, die daar in goede banen leiden. Als ik hoor dat de administratie vol aan de slag is, dat alles werkt zoals normaal in termen van personeelsbezetting, en dat er ook al systemen zijn uitgewerkt onmiddellijk om ervoor te zorgen dat er mensen af en toe aanwezig zijn in de administratie om de dossiers te doen circuleren, dan zeg ik dat is echt knap. Dat is echt een sterk aanpassingsvermogen en dat kan tellen als je weet dat de administratie soms het
het imago hebben om log en traag te zijn, dus daar blijkt helemaal niks van te kloppen. Het zijn lenige en aanpassingsvaardige administraties, dat is heel knap. Ik dacht dat er één vraag was die ik gesteld had over de herziening van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Daar had ik geen duidelijk antwoord over gehoord, tenzij ik me vergis. In elk geval, ik vond de woorden van staatssecretaris Smet zeer interessant. Als het gaat over de exit uit de maatregelen, dat we daar heel creatief moeten zijn, dat we die opportuniteit moeten grijpen. Om echt na te denken, wat zal de stedenbouw van de toekomst zijn? Hoe kunnen we nog sneller, efficiënter, nog participatiever te werk gaan? Ik denk dat dat echt een zeer interessant debat is en ik kijk er naar uit om dat te kunnen voeren. Dezelfde kwestie eigenlijk voor toerisme. Ik heb gehoord van minister-president Vervoort hoe belangrijk toerisme is. Als je dat cijfer hoort, 2 miljard euro per jaar inkomsten gelinkt aan toerisme, dat is indrukwekkend. En ik denk dat het daar ook essentieel is dat we dat debat voeren over die plannen waar de regering nu de laatste hand aan legt, als ik het juist begrepen heb. Bijvoorbeeld alleen al voor toerisme de elementaire vraag, mik je op internationaal toerisme, verre internationale reizen en maak je dus afhankelijk van vliegtuigreizen of niet, doe je dat in meerdere of in mindere mate. Een heel belangrijke keus waar we nu opnieuw naar kunnen kijken. En dus ik kijk er eigenlijk naar uit, vooral om die normale commissies, waar dat we echt op de inhoud kunnen werken, buiten de coronacrisis. Daar kijk ik echt naar uit. En met een knipoog wil ik afsluiten, mevrouw de voorzitter, naar staatssecretaris Smet. Nederlands spreken mag. Ik denk, je mag echt vertrouwen hebben in de capaciteiten van onze collega's. Mijn ervaring, mijn persoonlijke ervaring, is dat de overgrote meerderheid echt uitstekend Nederlands begrijpt. Dus ik nodig u uit om het uit te proberen in uw repliek en die bijvoorbeeld helemaal in het Nederlands te doen. We zullen dan zien. Dank u. Voilà. Alors maintenant, c'est à Madame De Smet. Merci Madame la Présidente. Oui, je vais prendre moins de 2 minutes. Je voulais un peu revenir sur quand même l'accès et l'aspect démocratique sur les PAD et aussi les enquêtes publiques. Parce que si je vous ai bien entendu, Monsieur le ministre-président et Monsieur le secrétaire d'État, j'ai l'impression que, à part que la suspension va jusqu'au 15 mai, les choses continuent globalement à tourner comme avant. Je voudrais quand même revenir sur le fait que ça va prendre quand même des mois, l'aspect du déconfinement. Tout le monde ne va pas se déconfiner en même temps. Donc, on va rester quand même dans un cadre problématique pour avoir à la fois accès, pour pouvoir faire les enquêtes publiques convenablement. Parce que, Monsieur le secrétaire d'État, vous avez dit après la suspension, tout reprend normalement, mais pour la plupart de la population, la reprise ne va pas être normale comme avant. Donc, je pense qu'on doit garder des systèmes d'adaptation pour rendre accessibles ces enquêtes publiques et les recours possibles aussi sur les PAD. Donc, on ne peut pas continuer comme avant avec une situation qui va perdurer de manière compliquée pour les gens. Et donc, dans ce sens-là, je sais qu'on a déjà eu la discussion sur le moratoire sur les PAD, mais elle a quand même un sens de revenir vu que le contexte a quand même complètement changé depuis cette discussion. Alors, par rapport aux chantiers qui vont reprendre, j'ai encore 2 petites questions. Est-ce qu'on va prioriser, est-ce qu'on a une priorité, une hiérarchie dans les chantiers qui vont reprendre, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui vont aussi avoir des problèmes économiques par la suite. Donc, est-ce qu'on va mettre une priorité sur la réalisation des logements sociaux, par exemple? Et alors, est-ce qu'il va aussi y avoir du contrôle sur les chantiers qui vont reprendre pour respecter effectivement cette distanciation sociale au niveau des travailleurs? Donc, il y a des enquêtes qui ont été faites qui ont montré que les entreprises jusqu'à présent qui ont été contrôlées à 85% ne respectent pas les mesures sanitaires. Donc, est-ce que vous allez mettre des équipes mobiles en place sur ces chantiers pour aller vérifier que les distances sont bien respectées? Je vous remercie. Alors, maintenant, c'est à Madame Potier. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le secrétaire d'État, merci Monsieur le ministre-président pour toutes vos réponses. Donc effectivement, nous avons bien compris que dans ces circonstances très difficiles, les diverses administrations concernées ont très rapidement mis en œuvre des moyens importants en termes d'organisation et de télétravail en particulier pour s'adapter à la situation. Donc, il y a de nombreux points positifs, comme par exemple le fait que la CRD se soit remise au travail.
Nous souhaitons insister sur le fait qu'il est particulièrement important dans le domaine du développement urbain qu'il n'y ait pas de perte de transparence et de qualité de gouvernance. Donc, il semblerait qu'il y ait quand même eu une confusion que tout le monde a relevé au niveau du maintien des dates des enquêtes publiques, à la fois dans l'espace public, ça je peux comprendre pourquoi, mais aussi sur le site de la région. Voilà, donc vous avez écrit aux communes le 3 avril, mais c'était quand même plus d'une douzaine de jours après le début du confinement. Alors, vous critiquez intérieurement Bruxelles, c'est qui est votre droit le plus strict, mais je tiens à votre disposition les échanges de mails que cette association a eu avec les autorités, qui montraient bien qu'il n'y avait pas d'informations en fait sur la situation. Alors pour l'EHPAD, pour ce qui concerne l'EHPAD, merci Monsieur le Ministre Président pour l'état des lieux que vous nous avez communiqué. Je pense que ce serait très intéressant là aussi pour les questions de transparence que cet état des lieux soit communiqué de manière plus ouverte sur le site de Perspective par exemple, et donc nous avons bien saisi qu'il y aurait une évaluation de l'impact de la crise financière qui s'annonce sur le secteur immobilier. Naturellement, ce sont des questions que nous ne maîtrisons pas encore à l'heure actuelle, mais qui risquent d'avoir important. Voilà, je voudrais terminer avec la question du tourisme. Vous l'avez bien expliqué, dans une première phase, il y aura forcément une relocalisation de la demande. Cet été, les Belges voyageront en Belgique, c'est ce qui est annoncé en tout cas. Et donc, je voudrais poursuivre ce plaidoyer pour une relocalisation de l'offre, être attentif à ce que les moyens publics qui seront investis pour renforcer et développer l'offre bénéficient avant tout à des acteurs locaux, comme ce sera le cas dans l'ORECA, forcément qui est fixe, mais aussi pour nos artistes, nos musiciens, qui ont vu tous leurs engagements, leurs spectacles annulés pour plusieurs mois et qui se trouvent dans une situation économique très difficile, comme chacun sait. Je pense que le tourisme est vraiment une opportunité de valoriser les acteurs culturels à Bruxelles, qui vivent à Bruxelles. Voilà, je vous remercie de vos questions et j'espère vous revoir bientôt, peut-être alors à l'inauguration de l'exposition sur les fouilles du parking 58. Merci. Madame Nagy. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie le ministre-président et le secrétaire d'État pour leurs réponses. Je pense qu'en ces temps d'incertitude, c'est important de dire que les services de l'État, de la région, fonctionnent, s'adaptent et peuvent faire face à des circonstances parfaitement inimaginables il y a encore quelques mois. Et donc, je trouve que c'est une information importante à transmettre. Il y a des administrations qui fonctionnent et qui s'adaptent. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous les travailleurs de ces administrations qui font tourner la machine, de même qu'au service du Parlement qui nous permettent d'avoir ces échanges. Sur l'EHPAD, je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait qu'effectivement, on a connu la situation des enquêtes publiques relativement, comment dire, forte, avec des contestations très fortes, et qu'il faudrait qu'on en tienne compte d'une manière ou d'une autre. Je vois que la CRD recommence à fonctionner. J'espère que les PAD seront modifiés quand même par rapport aux avis émis pendant les enquêtes publiques. Voilà. Sadiq, à toi. Merci, Madame la Présidente. Je rendrai immédiatement. Je remercie également Monsieur le Ministre-Président et Monsieur le Secrétaire d'État pour les éléments de réponse qu'ils nous ont apportés. Et j'adjoins également Monsieur le Secrétaire d'État concernant les permis d'urbanisme et autres, de prévoir effectivement un plan de déconfinement pour la période transitoire et de tenir compte effectivement d'une part qu'il y aura des enquêtes publiques qui vont devoir être réorganisées. Il va y avoir un rattrapage énorme qui devrait être fait par les administrations publiques. D'autre part, les enquêtes publiques, puis les commissions de concertation également, et de pouvoir tenir compte, de pouvoir rallonger justement les délais qui se sont accumulés
les délais légaux qui devront évidemment être rallongés pour permettre un traitement de dossier et de ne pas envoyer tout directement à la région parce que les délais n'auraient pas pu être respectés. Je vous remercie et je félicite également le système de travail qui a été organisé au sein d'Urban Brussels, 4 jours de télétravail et 1 jour sur site avec un système de rotation et qui a permis également de traiter beaucoup de dossiers qui étaient en cours, mais qui évidemment ne permet pas non plus d'avancer sur d'autres dossiers qui exigent justement des enquêtes publiques d'une part et des commissions de conservation. Je vous remercie. Donc, je vais maintenant céder la parole à Aline Frénaud. Elle me dit que tout bug chez elle. Donc, d'ailleurs, je ne la vois même plus dans la liste des participants. L'effet de M. Smet. Ou je me trompe, non, elle n'est plus là. Donc, voilà, elle est hors champ. Voilà, ma conduite ne Mon estimé collègue Bernard Clairfailly, vivement la 5G. Oui. On laissera ça pour une autre commission. Il n'est pas prévu dans ma conduite que je recède la parole au ministre-président et au secrétaire d'État, mais s'il souhaite encore dire un petit mot, Oui. Voilà, Rien. Non, simplement pour Mme Lannan, la CRD fonctionne normalement, donc il n'y a pas de souci par rapport à l'organisation du travail, mais évidemment, les dispositions légales sur la suspension de délai s'appliquent à la CRD dans le cadre des avis qu'elle est amenée à rendre avec des délais bien précis. Mais pour le reste, ça fonctionne. Bien sûr. D'accord. Monsieur Smet est déjà parti? No, ik ben er. Heel snel, meneer Verstraeten. Ik heb geantwoord in het Frans. De gewestelijke stedelijke verordening. Dat wachten we op de advies van de commissie. Die hebben tot 30 april uitstel gevraagd. Dat is dat. Heel snel, wat meneer Van Gooitsenhoven a dit sur le website. Oui, je sais, on a demandé au CIRP. C'est le CIRP qui doit le faire et qui n'ont pas encore fait adaptation du délai. Mais évidemment, ça ne fait rien aux Bruxellois. Mais ça, c'est la réponse. Ce n'est pas Urban, mais c'est le CIRP qui doit le faire. Et pour le reste, on continue de travailler. Et si vous avez des idées pour le déconfinement, n'hésitez pas de private message me. Voilà, mais merci à tous pour la bonne tenue de cette réunion et je remercie, comme mes collègues, les services qui nous ont permis d'avoir ce débat cet après-midi. Voilà. Une réunion sur convocation. Goedemiddag, besten. Un tout petit peu du soleil, j'espère. Dank u wel allemaal. À tous. Dag. Nog werken. Bientôt, j'espère. Portez-vous bien.